Cyril Gane avait-il vraiment battu Alexander Volkov en décembre dernier à Las Vegas dans le combat qui lui a ouvert les portes du choc pour le titre incontesté des lourds face à Tom Aspinall? À quelques jours de cet énorme rendez-vous pour le MMA français, Jab Culture remet sa casquette de juge pour revenir sur le combat entre le français et le russe. Générique. Aldric, on se retrouve enfin dans les studios de Recordia à Nice. Fini les visios depuis le Canada. Jab Culture numéro 20 était de retour depuis 2 jours à Nice. Comment ça va? Ben, je dors pas, mais à part ça, ça va. Écoute, ça se voit pas. Écoute, t'as l'air frais encore. Le décalage horaire, il est rude. Je sais pas pourquoi, dans ce sens, c'est toujours difficile. Mais non, à part ça, tout va bien. Et puis on voit ta tenue. Les Knicks ont repris la nuit dernière. Les Knicks la saison sont gagnés, surtout. Ouais. Les Knicks sont repris, les Knicks sont gagnés, et il y a enfin une rotation décente dans cette équipe. Donc, je suis très content. Et que j'ai pu regarder en live, puisque je suis encore aux horaires du Canada. Donc, je me suis enfilé les Knicks et les Spurs avec Wembanyama derrière. Tu dormais déjà peu ces derniers mois, reprise de la saison NBA, on est mal barré. Ouais. En tout cas, Aldric Cassata dans les studios, Justine à la Real, c'est bon, mon monde est de retour normal, on est bien. Aldric, et on est bien parce que dans quelques jours aussi, on va se retrouver dans ces studios, dans une autre room, la boardroom, où on sera avec du public, des membres de la communauté de Jab Live pour commenter, on vous le répète depuis quelques temps, en live, sur YouTube, ce grand choc entre Cyril Gane et Tom Aspinall pour la ceinture incontestée des lourds samedi soir à partir de 20h. On sera en live sur YouTube, donc soyez tous avec nous. Ça va être une super soirée pour les 6 mois. Je te l'ai dit en message, c'est les 6 mois jour pour jour de la naissance de Jab Live, donc c'est cool. Ça fait un beau petit cadeau de faire ça avec la communauté. Et donc on va rester dans cet univers de Gane Aspinall dont on vous parle depuis 3-4 épisodes, que ce soit dans Jab Culture ou dans Aldric et Nerby, pour rejuger Gane Volkov 2, Aldric, puisque je l'ai dit dans l'intro quand même, c'est un combat qui a ouvert la porte de ce title shot. Si Volkov l'avait gagné, c'est sans doute lui qui serait à Abu Dhabi contre Tom Aspinall. Mais il est à Abu Dhabi malheureusement, mais il est contre Gelton. Exact, ce serait peut-être inversé d'ailleurs. Cyril serait peut-être aussi à Abu Dhabi contre Gelton Almeida. Donc on voulait revenir sur ce combat parce qu'il est controversé quand même. Donc on va refaire sur tout ça. Tu sais que c'est marrant, j'ai juste noté pour samedi, c'est la première fois depuis Miocic Ngannou 2, donc ça fait plus de 4 ans et demi, que la vraie ceinture incontestée des poids lourds sera disputée. Puisque quand Jones il a affronté Miocic, il y avait Aspinall en intérimaire. Quand Jones a affronté Gane, la ceinture elle était vacante. Ngannou contre Gane, là il y avait un champion intérimaire aussi. Donc ça fait hyper longtemps qu'il n'y a pas eu un vrai classique championnat du monde poids lourd avec un champion incontesté et son challenger. Pour la petite stat, pour la petite anecdote. Ce Gane Volkov 2, Aldric, on était à l'UFC 310, 7 décembre 2024, à Las Vegas. C'était le main event, c'était Pantoja contre Asakura. Le co-main event, Rakhmonov Gary, et ça, c'était le Coco main event. Déjà, on l'a revu, je sais que pour préparer cette émission, avant qu'on rentre dans les chiffres, dans les stats, dans ce qu'ont pensé les juges, dans ce qu'ont pensé les fans, c'est pas un super combat, Aldric, quand je l'ai revu quand même. C'est vraiment un combat laborieux, des deux côtés. On va pas se faire l'avocat de Cyril, mais Cyril, on a compris pourquoi. On sait que, je sais pas, au bout d'une minute, quelque chose comme ça, il y a une blessure. Il se casse l'orteil sur un type. Mais Volkov, alors, on reviendra sur le détail. Effectivement, le résultat peut aller dans un sens ou dans l'autre, et on expliquera pourquoi après. Par contre, Volkov fait vraiment un combat pourri aussi. Même sur les séquences de sol, il n'y a pas de frappe. Ce combat, tu le mets en 2012, il a sa place. Hein. Il est peut-être jugé autrement, par contre. En termes de technico-tactique et tout, c'est très pauvre. Sur le footwork, Volkov, lui, n'est pas blessé, et pourtant, c'est un peu aléatoire aussi, même debout. Hein. C'est pas... Tu pourrais t'attendre à un truc, c'est quand même deux des meilleurs strikers de la KT, hein, même, parce que Volkov, petit déficit de puissance, mais ça reste quelqu'un de très technique. Ben, on ne retrouve pas ça sur ce combat. Alors Cyril, on sait un peu pourquoi, mais Volkov, je ne sais pas. Oui, Cyril, ça se voit même qu'il a du mal à se déplacer quand avoir l'orteil pété. Parce que quand tu vois ce qu'il a fait contre Pavlovich, Volkov, il y a du talent quand même. Je suis d'accord. Beaucoup là, plus. Tu le vois pas. Et même ce combat, moi, je m'en souvenais un peu, mais au revisionnage, il y a quand même beaucoup de luttes. Beaucoup de sol, beaucoup de grappling, tu vois, alors qu'on pouvait s'attendre à un combat plutôt debout entre ces deux mecs-là. C'est vrai. Donc c'est un combat qui va pas dans le sens où tu l'attendais en fait avant ce truc-là. On rappelle pour un petit peu de contexte, c'était une revanche en 3 rounds d'un combat qui avait eu lieu en 2021, en juin 2021, c'est un main event en 5 rounds à l'Apex. C'est le combat qui avait mené Gane à 9-0 et qui avait permis d'aller vers la ceinture intérimaire contre Derek Lewis, puis la ceinture incontestée contre Francis Ngannou. À l'époque, le jugement, 50-45 x 2. Pour Gane, et 1,49-46. Le 49-46, Aldric, ça m'a fait sourire. C'est ça le D'Amato, bien sûr. Très mis soul. Voilà, fallait pas qu'il fasse comme tout le monde, Aldric, tu le sais. Et dans les 2,50-45, c'est marrant, il y a Junichiro Kamijo, qui est un des 3 juges aussi de cette revanche. Donc il y en a un qui a jugé les deux. C'est intéressant. Pour ce contexte, on s'en rappelle, c'était quand même une archi-domination de Gane à cette époque-là. Il n'y a pas photo dans ce premier combat.
Pour moi, il prend les 5 rounds. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça va être bien différent pour le coup. Contexte global, à ce moment-là, on est donc, je le rappelle, en décembre 2024. L'année dernière, Khan, il sort de la victoire sur Sergei Spivak. C'était à l'UFC Paris, mais c'est 14 mois plus tôt. Ça fait 14 mois qu'il n'est pas monté dans la cage à ce moment-là. Il aurait pu prendre Thomas Pinal en juillet pour la ceinture intérimaire, mais il avait ses obligations contractuelles pour son film Netflix, on rappelle. Et depuis la défaite contre Aspinall en mars 2022, Volkov, qui était 2 combats après la défaite contre Gane. Volkov, lui, il est sur 4 victoires de suite, dans cet ordre: Jairzinho Rozenstruik, TKO round 1, Alexander Romanov, TKO round 1, Tai Tuivasa, soumission round 2, et Sergei Pavlovich, je t'en parlais, qui était son dernier combat en date, juin 2024, avec une décision unanime et une belle performance contre Pavlovich, hein, tu te souviens? Ouais. Domine vraiment debout, et Pavlovich, il n'y a pas un moment où tu as l'impression qu'il peut vraiment battre ou finir Volkov sur ce combat-là. Ils sont numéro 2 et 3 au classement des poids lourds, donc c'est clairement celui qui gagne va avoir sa chance soit contre Aspinall, soit contre Jones, qui est encore à l'époque champion incontesté, il est toujours là. Combat, il devait avoir lieu le 26 octobre à Abu Dhabi sur l'UFC 308, le Topuria Holloway, mais blessure de Volkov qui le repousse donc à cette UFC 310 en décembre à Las Vegas. C'est le contexte. Aldric, on donne les jugements des juges, et ce qu'on dit les fans sur MMA Décision et tout ça. Les 3 juges, c'est Adalaide Bird, on va y revenir, ça. On va y revenir fort. Qui donne 29-28 Gane, avec premier et deuxième round pour Gane. Eric Colon qui donne 29-28 Volkov, avec round 2 et 3 à Volkov. Et Junichiro Kamijo, dont je vous parlais, qui donne 29-28 Gane, également comme Adalaide Bird, avec également premier round et deuxième round pour Gane. Donc, tous donnent le round 1 à Gane. C'est ça. Tous donnent le round 3 à Volkov. La bisbille, c'est sur le 2 varie. Ouais. MMA Décision, vous savez, et MMA et Verdict MMA, les 2 sites qui agrègent les notes des fans sur lesquels et des médias, donc sur lesquels on a des informations sur comment le public a vu ces combats-là. Aldric, MMA Décision, il y a 20 médias, tu sais que sur la gauche, il y a toujours les médias qui ont jugé. 18 donnent 29-28 Volkov sur 20. Il y en a un, Zen Simon de The MMA Vivisection, qui donne 30-27 Volkov. Et il y en a un seul, Danny Segura de MMA Junkie, qui donne 29-28 Gane. Donc c'est quand même quasi unanime que c'est Volkov qui a gagné. Les fans, 88,5% donnent le combat à Volkov, 10,2% à Gane sur leur camembert, là, quand ils ont le truc en camembert. Et pour les scores précis, 72,6% donnent 29-28 Volkov. Le deuxième score, 14,5%, donne 30-27 Volkov. Et le 29-28 Gane, c'est que le troisième score des fans, avec 9,4%. Le round 1, pour ces fans-là, il est à 78% pour Gane, 20% pour Volkov. Le round 2, 84 Volkov, 14 Gane. Round 3, 96 Volkov, 2% seulement pour Gane. Le round 3, on va en reparler parce que je ne suis pas d'accord avec leur analyse, que ce soit aussi large. Ça m'étonne après le revisionnage. Pour Verdict MMA, donc, qui est un agrégateur, vous connaissez maintenant quand on vous l'explique, qui fait les moyennes de ce qu'ont donné les fans. Le score final, c'est 28 piles pour Gane, 29,04 pour Volkov. Ça veut dire qu'il y a plus d'1 point d'écart sur la note moyenne en faveur de Volkov. Tu sais que c'est hyper rare chez Verdict. D'habitude, ils sont à moins de 1 point d'écart. Après, tu sais, Verdict, tu notes en live aussi. Donc, c'est pas la possibilité. Tu n'as même pas le temps de voir le replay. À la fin du round, on te demande, bam, tu votes. Parce que moi, j'en fais partie de la communauté Verdict. Et moi, il y a beaucoup de fois où je suis pas d'accord avec moi-même, en fait. Sur le premier visionnage, je vois un truc, et si je me pose, que je regarde les chiffres, que je compte les coups et compagnie, et je me dis, bah non, en fait, ça va pas. Parce qu'on est quand même encore un petit peu formaté avec ces histoires de takedown et de top position. Et en fait, c'est compliqué. Quand tu suis le MMA depuis plus de 10 ans, c'est compliqué de ne pas voir... la domination territoriale, je vais appeler ça, mais tu vois où je veux en venir. Et en fait, il y a beaucoup de ça quand même sur ce combat. C'est-à-dire que Volkov, il fait au niveau territorial, au niveau top position, mais c'est Volkov de très loin. Mais les contrôles sont stériles. Complètement. Du coup, il faudrait faire, et ça je dis à tout le monde, hein, refaites, ceux qui vont me dire, ouais, je suis pas d'accord avec eux, refaites un visionnage et coupez vous les regardez pas. C'est-à-dire que c'est comme dans un tribunal quand le mec dit il conteste un argument de l'avocat et qu'il dit ok, c'est bon, mais tu l'as entendu l'argument, donc tu es quand même obligé mais là c'est pareil. Tu vois des choses, donc tu vois Volkov en position dite dominante, mais sauf qu'elle est stérile, donc elle n'est pas dominante en fait. C'est ça qui est très compliqué à je sais pas si tu m'as compris. Si. Moi-même, je me suis à moitié compris en fait de ce que j'ai dit. Non, mais complètement. Surtout en live. Ouais. Et comme t'as pas beaucoup de coups, et on va revenir au round par round, et cette position dominante, t'as tendance à dire bon c'est lui qui prend le round. Exactement. C'est moins clair que ça. Mais tu vois quand on dit les scores là, donc je finis sur Verdict. Le round 1, ils ont 9,7 pour Gane, 9,32 pour Volkov. Round 2, 9,81 Volkov, 9,21 Gane. Round 3, 9,92 Volkov,
9-0-9 Gann. Le score total, quand même, il est à plus d'un point d'écart. C'est hyper rare sur Verdict. Ouais, mais Donc, ça, c'est pas Quand tu lis quand même tout ça, hein, quand tu vois les MMA décisions et Verdict, tout ce qu'on vient de dire, tu pourrais presque dire, si tu prends que t'as pas vu le combat, tu regardes ces chiffres-là, on te dit c'est Gann qui a gagné, tu pourrais dire mais il y a eu un vol. J'ai l'impression, enfin tu vois, selon ce que me disent les fans et les médias, il y a eu un vol. Juste une petite précision, on y viendra après, mais t'imagines qu'il y a 3 minutes de top position pour Volkov au round 3 ? Oui, 4-32 en tout. Mm. Et il en fait rien. C'est ça. Il n'y a Rien même pas une frappe. Il y a Même pas une gifle. Il y a des toutes petites frappes. Tu vas voir, ça rentre dans les stats, c'est des trucs. C'est comme si je faisais ça. Là. Ne me fais pas ça. Non. Mais c'est très spécial. Mais c'est vraiment un combat compliqué à regarder. Oui. Et compliqué à juger. Beaucoup oui, plus, bien sûr. Beaucoup plus que ce que les gens l'ont dit en direct en criant au vol. Pourquoi je voulais amener en disant MMA décision au verdict, tu pouvais avoir l'impression qu'il y a un vol. Malgré que c'est pas un vol. On va développer, et tu peux l'entendre pour Volkov, mais il n'y a jamais vol. C'est hyper serré comme combat. C'est très dur à juger. En fait, pour moi, c'est le troisième. Voilà. Le deuxième, et pour moi, le deuxième, ils aiment bien quand je donne les frappes, surtout des frappes sur UFC Fight Stats, donc je le fais si tu veux vite fait. Le premier, il est unanime pour Cyril, même s'il reste très serré. Pour moi, il est compliqué. Ça te semble pas Moi, ça me semble au revisionnage le round le plus clair quand même des trois. Alors, sur les frappes, je sais pas ton avis. Ça, c'est pas les stats, c'est notre perception. Je vois pas un écart de puissance et de dégâts entre les deux combattants. Pour moi, dans le premier, les frappes, si on devait mettre ça sur 10, je mettrais en gros 6 sur 10. Il n'y a pas de très grosse frappe. Je dis ça parce que c'est important. Dans le deuxième, il y a une très grosse frappe. Oui. Toi, tu as compris, on l'expliquera après. Donc, dans le premier, on a un niveau de frappe de 6 sur 10. Ça prend pas trop de risques. C'est le début. On sait que Cyril s'est blessé très rapidement. Volkov, il est plutôt sur la défensive. Et du coup, ce facteur-là, le damage factor, on l'enlève. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on l'enlève. Donc, on regardera après le reste. Mais pour l'instant, on a 17 frappes sur 20 envoyées par Cyril. Retenu 12 sur les 15 frappes effectives. Voilà exactement les significant strikes et le total strike de ce round-là. En gros, Cyril touche 12 fois pour UFC Stats. Volkov, il en a envoyé 18, ils en ont retenu 12. Et sur ces 12, il y en a 10 qui sont significantes. Donc vraiment, au niveau des frappes, on a dit que les dégâts occasionnés et la puissance, c'était la même. Le nombre, c'est aussi le même. C'est ça qui est compliqué. Il y a 12-10 en significatif. Quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Et une nouvelle fois, on rappelle, qu'est-ce qui est significatif ? C'est un mec qui juge. Donc, on peut pas vraiment juger. On n'est pas dans le corps des athlètes quand ils reçoivent les coups. Donc, en fait, la subtilité de ce round-là, où tu te dis, OK, il y a vraiment 2 frappes de plus pour Gann. OK, on lui donne le round. C'est ce qu'ils ont tous fait, en fait, globalement. Ou tu te dis, bah non, moi, je trouve que c'est égalité et je vais m'intéresser à la top position pour équilibrer. Et là, heureusement qu'ils l'ont pas fait parce que c'est Volkov. Mais ils peuvent mettre... Non, parce qu'à l'époque, on reste dans les critères. Il n'y a pas eu encore il n'y a pas eu la petite modification. Donc, c'est agressivité. C'est ça. Mais l'agressivité, pour moi, il n'y en a aucun des deux. Moi, en fait, là, je le fais basculer sur Cyril. C'est pour ça que pour moi, le round 1 de toute façon, on rentre direct dans le détail du round 1. C'est pour ça que pour moi, c'est le plus clair des trois. Parce qu'il y a... Mais en quoi il est agressif ? Il prend 2 takedowns. Il y a un peu de grand... il prend 2 takedowns sur 3, il en fait un, mais qui pour moi est le plus impactant de tous. C'est celui où il l'amène quand même bien. Je pense que c'est le takedown qui a le plus d'impact sur l'adversaire des trois. Après, moi, c'est le jugement que j'en ai devant l'écran. Je t'écoute. Il y a un peu de grand end pound, c'est pas très significatif, mais il y a un peu plus de grand end pound côté Cyril. C'est-à-dire quand ils sont... Chacun a de la top position à un moment, mais au moins Cyril, il essaye de faire du dégât. Si dans l'agressivité, il y a les tentatives de soumission, ils en ont retenu 2. Moi, j'en vois 1,5. Mais la guillotine, elle est quand même... La guillotine, elle est tight. Pour moi, la guillotine fait complètement basculer. Ouais, ça se tient. Il n'y a pas une action de Volkov qui est aussi significative que la guillotine. La guillotine, elle est serrée. Elle est peut-être pas toute proche de finir, mais elle est serrée. Ouais. Tu vois que Volkov galère à s'en sortir. C'est du grappling effectif, c'est du grappling qui va chercher une soumission. Ouais, pour moi, ça fait basculer à Cyril dans sans problème. C'est bon. Ouais. Moi, je donnais déjà à Cyril, mais là, il y a des arguments concrets. Je suis d'accord avec toi. Et parce que le reste, en effet, t'as pas grand-chose. Non. T'as beaucoup plus de... En tout cas, si tu t'intéresses, si après, tu arrives au dernier critère de top position, c'est Volkov. Ouais. Oui, sur ça, oui. Tu vois ? Si tu arrives au dernier, mais tu vois, j'arrive pas au dernier. Non, mais avec la tentative de guillotine, ça a du sens. Sur le deuxième takedown de Volkov, il y a aussi, il vient par un coup de genou de Cyril.
un genou au corps qui est quand même qui place bien aussi. Tu vois que tu peux compter dans des dégâts qui sont faits. Bon, après, Volkov en profite pour l'amener au sol. Mais je vois pas assez de choses chez Volkov pour pouvoir lui faire basculer le round à lui. Et je vais pas jusqu'à la top position. Mais t'imagines, oui, avec la tentative de soumission, on est bon. Moi, je maintiens ce que tu dis. Définitivement, il n'y a pas de débat. Par contre, il est pas hyper clair. Tu vois, ça, mais comme aucun des trois d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà sur des rounds très clairs, ils nous font des dingueries des fois. Alors imagine, là, il y a eu beaucoup de réussite quand même. Et c'est pour ça qu'on a envie de penser que c'est l'histoire qui est écrite pour que ça se passe bien samedi. Hein, mais ça, je m'échappe un peu. Mais ouais, allez, on va dire que le premier round, dans la globalité, tout est très serré. Hormis qu'il y a une vraie, parce que ils en ont compté 2, UFC Style, j'imagine que c'est la clé de cheville qui essaie de dériver, mais qui n'est pas, pas hyper bien, qui est pas bête de partir sur ça, mais qui met pas du tout en danger Volkov. Mais la guillotine, par contre, ouais, elle est plus serrée, je suis d'accord. Parce que par exemple, même debout sur les premiers instants, tu peux mettre l'agressivité côté Volkov, qui prend plus le centre de la cage, qui lui va casser la distance pour aller vers Cyril. Donc il y a une part d'agressivité Volkov. Mais je trouve que cette tentative-là de guillotine, elle fait emporter ce round-là. Par contre, comme c'est hyper serré, les mecs là, dans les fans, ou le seul mec des médias, mais surtout les fans qui ont mis quand même, il y a plus de fans qui ont mis 30-27 Volkov que 29-28 Gane. C'est quand même une folie, quoi. Enfin, si tu penses. Mais Alex, je peux les comprendre. En fait, je peux comprendre que des mecs en live et dit vas-y, le premier round c'est Volkov. Aujourd'hui, et de là par contre tu vois, autant... D'ailleurs je crois que tu voulais parler de mon coup de pistolet à RMC, on en reparle après, mais ça se fait sur les commentaires anglais aussi, c'est-à-dire que souvent, quand c'est des anciens fighters et tout, ils ont tendance à valoriser quand même ces takedowns, et même en anglais. C'est-à-dire que là, je m'en suis farci moi pas mal des UFC en anglais, parce que quand j'étais à Montréal et à Vancouver, et ils disent, et même Patrick Côté et l'autre commentatrice qui s'occupe de la francophonie au Canada, ils disent des dingueries aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, ils sont là, ils te disent ah oui, mais là, il gagne ce takedown, avec ce takedown, il gagne le round. Mais non, il gagne pas le round. Bon sang de bonsoir, tu vois. Non. Et ouais, donc au final, tout ce qui est ancien combattant de MMA qui a une sensibilité un petit peu historique avec ce sport, ils ont tendance à faire la bêtise. Ils ont tendance à faire la bêtise. Là, quand je l'ai revisionné en anglais, je ne l'avais pas vu en anglais. Moi, je l'avais vu qu'en français à l'époque. Dans le round 3, je le note, c'est Rogan. Alors, Rogan, il n'est pas une dinguerie près au commentaire, surtout ces dernières années. Mais il dit clairement, une nouvelle fois, ça rejoint ce que tu dis, il dit Volkov peut gagner juste sur le fait d'être en top position. C'est ça. Mais t'as DC, t'as Joe Rogan, t'as, comment il s'appelle là, celui qui fait les petites... John Anik? Non, celui qui est sur ATT, qui fait juste, qui est un ancien coach de ATT, qui est proche de Dana aussi. Dean Thomas? Dean Thomas aussi, qui dit pas mal de dingueries sur ça. C'est-à-dire qu'il y a takedown, c'est valorisé tout de suite. Mais non, les gars, rappelez-vous les critères. Et c'est un peu compliqué. Mais ce que disent Antoine, des fois, c'est largement aussi fait par Patrick Côté et par les Anglais, Canadiens ou Américains qui commentent le UFC. Et ils sont tous d'accord, c'est marrant, on verra quand ce sera à la fin du round 3, mais à l'époque, Antoine et Taylor, ils ne sont pas confiants sur le fait que Cyril, ils sont plutôt à la fin du round 3 à dire on a l'impression que Volkov a pris les 2 derniers et qu'il va l'emporter. Et les 3 commentateurs US, ils sont sur la même longueur d'onde. Et notamment, ils pensent que Volkov a gagné et même ils voient le langage corporel de Gane et de son coin et ils disent ça nous confirme ce qu'on pense, quoi. Donc il y avait une sorte d'unanimité là-dessus, même en live, des mecs qui pensaient, alors que vraiment en revisionnage, c'est moins clair que ça. Bon, round 1, on le donne à Gane, tous les deux. On est d'accord? Ouais. Une nouvelle fois serré, mais... Non, mais pour la guillotine. Oui, quand même. Mais t'imagines, j'ai changé 3 fois d'avis, moi, entre pas maintenant, mais entre l'instant T où j'ai regardé ce combat en live, la première review que j'avais fait à l'époque, la deuxième et la troisième que j'ai fait ce matin, pour être honnête, parce que j'arrivais pas à dormir après les San Antonio Spurs. Et je me dis, waouh, c'est serré. Et mon avis, il a fluctué sur ces 4 visionnages. Donc, comment tu veux qu'un juge, il se trompe pas selon l'angle de vue? Parce que pareil, là t'imagines qu'on fait reposer le gain d'un round sur la guillotine. Rappelez-vous que les juges, ils sont disposés en triangle autour de la cage. Le mec qui voit la guillotine de dos, alors, tu peux avoir le réflexe d'aller la regarder sur le grand écran, certes, mais si tu le fais pas, tu vois pas la dangerosité de cette guillotine. Comment tu le juges, le round? C'est pas facile du tout. Mais voilà, nous on l'a pour Gane, comme d'ailleurs la majorité des fans pour le coup. Donc un round à 0 pour Gane. On rentre au round 2, Aldric. Donne-nous les stats parce qu'elles sont intéressantes aussi au round 2. Ouais. Alors, moi je n'aurai qu'un mot sur ce round avant de donner les stats et on développera après pourquoi. Backfist. Oui. Mais plus précisément, d'abord les chiffres.
Cyril, 39 envoyés en tout, 27 retenus sur les frappes qui ont touché. Et sur ces 27 significatifs. Donc, elles sont toutes ramenées à du striking efficient. Pour Volkov, c'est 47, 25 qui ont touché, 25 de retenus aussi. Donc, il y a un tout petit avantage à Cyril sur le débit. Agressivité, là, c'est Volkov qui cherche qui lui avance dessus. Ouais. Il y a ce backfist où il y a, tu sais, comme dans les animés japonais, il y a un molar qui s'envole dans le ciel et qui va atterrir un peu plus loin sur la cage. Donc, Cyril, alors là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Parce que moi, j'aime bien quand même prendre ce combat et le projeter pour ce qu'on va voir samedi. Cyril, il a du menton quand même, parce qu'il le prend pleine tête, le backfist. Il est très puissant, très rapide, très précis. Et moi, j'ai été choqué. Il ne vacille absolument pas. Il n'y a même pas un micro-down. Solide comme un roc. Ouais. Ça bouge pas. C'est juste après, d'ailleurs, c'est marrant, c'est juste après un très joli jab. C'est en contre d'un joli jab de Gane. Et en fait, ce backfist, pourquoi il est important, et tu as raison de le souligner, tu as raison de dire que c'est le seul mot qu'il faut dire de ce round 2 quasiment. Non seulement c'est le meilleur coup du round, c'est le meilleur coup du combat, le truc. Ouais. De loin. Oui. C'est le coup le plus significatif. C'est le fait le plus marquant des 3 rounds. Oui. Parce qu'il est magnifique. Et je pense, tu veux que je te dise un truc ? Là, c'est son menton qui le sauve, Cyril. Parce que s'il vacille, il perd le combat. Tu peux pas tu sais, dans ton esprit, tu es obligé de le garder comme s'il avait perdu une vie dans les jeux vidéo, tu vois. Et je pense que s'il y a un micro-down, une glissade ou n'importe quoi, tous les juges, ils auraient mis Volkov à la fin. Les Bird et tu sais qu'ils sont de la sensibilité anglaise, on a dit à Adelaide. Bird et Kimishiro, ils le font basculer sans doute pour Volkov. C'est ça, c'est son menton là qui le sauve, Cyril, parce qu'il ne bronche absolument pas, il le prend pleine tête, le truc. S'il fait une petite chicken dance à la Jasmine, là. Elle a des moves en danse, hein. Une fois qu'elle prend le gros direct bras arrière de Manon, elle a des moves. Mais c'est ça, tu vois. Et là, je trouve d'ailleurs que le Cyril, alors. On en reparlera samedi. Est-ce qu'il a perdu en vitesse ou pas ? Mais il est beaucoup plus costaud quand même que ce Cyril-là. Encore plus que le Cyril qui avait démarré à l'UFC et encore plus du Cyril du TKO. Mais tu sens là sur les comparaisons des deux photos, t'as vu ? T'as vu les photos ? Ouais. Mais là, il a déjà un coup volumineux et c'est ça qui le sauve. Moi, je te dis un truc, c'est pas son fight IQ là parce que c'est son menton qui lui fait gagner ce combat et c'est à ce moment-là. Et pour les poids lourds, c'est un délire son physique. C'est un délire. Dans une catégorie où tu as des Taituasa et des Derek Lewis, c'est quand même autre chose. C'est une bête. Même par rapport à Aspinall. Aspinall, il a évolué là-dessus. Il est moins, j'allais dire chubby, mais il est moins gras qu'avant. Oui. Mais c'est pas Cyril quand même. Non, c'est pas Cyril. Non. Pas Cyril du tout. Donc, il y a ce backfist, c'est le meilleur coup du round, largement. J'ai noté, moi, il y a un gros kick au corps de Volkov qui claque bien, qui fait mal. Il y a un enchaînement high kick et frappe avec le poing de Volkov aussi qui est très joli et qui touche très bien. Il y a un takedown. Il y a un takedown. Même si là. Alors, je te coupe 2 secondes pour parler des scrambles. Parce qu'on n'en a pas parlé sur le Runda. J'espère vraiment que c'est de. Enfin, en vrai, j'en suis persuadé. Mais je pense vraiment qu'il y a eu un axe d'amélioration là-dessus. Parce que ça, c'est des scrambles qui passent sur Volkov. C'est pas des scrambles qui passeront sur Aspinall. Il y a la tête un peu. Le cou n'est pas protégé. Le menton, il est un peu écarté du cou. Et ça, c'est des scrambles où il y a sanction avec un ceinture noire de jiu-jitsu. Je pense, on le sait tous, il a beaucoup travaillé ça. Et je pense qu'on aura une agréable surprise là-dessus samedi. En tout cas, je l'espère. Mais les scrambles, ils sont pas ouf. Je te suis là-dessus. Il y a plusieurs enchaînements d'ailleurs kick-frappe de Volkov, je trouve, qui touchent. Par contre, il y a aussi des points positifs pour Cyril dans ce round. Il y a un bon travail en ligne basse. Un beau travail sur les kicks. Il y a 2 1-2 qui touchent très très bien sur la fin de round, tu vois, et c'est moins impactant que le backfist. Tu peux le mettre peut-être même que le middle au corps qui claque quand même bien de Volkov, mais c'est des coups assez impactants. Tu sens qu'il se bagarre quand même, hein, tu vois, il a quand même cette envie d'aller chercher ce round, même si c'est dur, même s'il doit avoir mal aux pieds. Tu sens quand même qu'il est, il a une envie de répliquer, il a une envie de faire. Il y a déjà quand même des signes de combativité quand même, tu vois, mais non, il n'en fait pas assez sur le 2 et je suis entièrement d'accord avec les juges. On n'est pas loin d'une Von Flou à un moment. T'as vu sur la fin du round, là, quand il est au-dessus, Cyril, s'il arrive à joindre ses mains et à faire sa pression sur l'épaule gauche, le bras droit est coincé de Volkov, t'es pas loin d'un truc qui peut être en soumission. Tu peux pas la compter parce qu'elle n'est pas aboutie, la technique. Je suis d'accord. Volkov tente aussi, lui, une guillotine qui est beaucoup moins mise que spéciale de la première. Elle est moins efficiente que la première. Alors moi, comment tu le juges, donc, ce round-là? Moi, Volkov ? Ouais. Ok, Volkov. Aucune hésitation. Moi, je le donne Volkov.
mais beaucoup moins qu'à l'époque en live. C'est-à-dire, quand même, les Mais one-two, qu'est-ce que c'est qui te fait hésiter? il y a quand même vachement d'impact sur les one-two de Cyril à la fin, tu vois. Pour moi, il y a 3 coups percutants de Volkov et 3 coups percutants de Cyril. En sachant que si je dois dire waouh sur un, C'est je le dis backfist. waouh sur le backfist. Ouais. Donc, je n'hésite pas du tout. Non, Mais dis-moi, parce que peut-être qu'il y a un truc que j'ai moins bien vu. non, je te dis, J'ai quand même regardé ça après 5 heures de basket. c'est de la. Le coup le plus impactant, c'est ce backfist. Et peut-être même, je te dis, le middle, je peux peut-être le Le même middle, deuxième. il claque. Hein. Mais la fin de round, elle est pour Cyril. Elle est clairement Oui. pour Cyril. Et ces one-two ont Mais un impact. c'est 1 minute, Alex, qui est pour Cyril. Il y a quand même presque 4 minutes qui sont plutôt. Volkov, je dis pas que c'est une domination écrasante, tu vois. Et autant je trouve que Volkov, sur le 1 et sur le 3, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire que si c'est mon athlète, je vrille. Autant sur le 2, c'est précis. Il prend son temps. Il cadre. Non, mais je lui dis. Il est magnifiquement lu parce que il s'est fait exprès. C'est pas de la Oui, chance. oui. Hein. Non, ça, on est d'accord. Moi, sur le 2, là, il y a le grand. Tu vois, il fait vraiment. Pas le figure sur le 1 et le 3, mais sur le 2, je revois le Volkov de Pavlovich, là, tu vois. Je lui donne. Moi, je te mettais juste une nuance de. Je lui donne. J'avais un souvenir, moi, à l'époque en live, de dire clairement, j'ai aucun. Là, je me suis dit, en fait, le round est plus serré que je Mais l'imaginais. avec le coup que tu prends en backfist, tu es obligé d'en faire vraiment beaucoup pour aller chercher ce round. On est je te dis, d'accord aussi. Et c'est un Mais miracle qui vacille pas. Hein. En fait, c'est plus proche que ce que j'imaginais, que ce que je me souvenais. Puis en plus, alors là, par contre, j'ai que la version anglaise en tête. Mais Rogan et consorts, ça hurle sur le backfist. Oui. En France, je sais plus trop. Non, ça, j'ai pas le souvenir pas non le souvenir. plus. Mais oui, Rogan est d'ici. Et la majorité des gens regardent la version anglophone, donc ça explique quand même les fans et tout ça, tu vois. Mais ouais, le backfist, il est trop fort. Et donc, on aura peut-être un problème de jugement sur le round 3 des 3 juges aussi, mais sur le round 2, on en a déjà un, puisqu'on est tous les deux d'accord que c'est Volkov. D'ailleurs, le coin de Volkov dans l'inter-round du 2 et 3 lui dit il y a un partout. Son coach, il est assez clair. Il lui dit il y a un partout, mon gars. Les odds, tu sais, les cotes qui apparaissent, que l'UFC fait apparaître en direct avec leur partenaire de paris sportifs, donnent égalité à ce moment-là. La cote est la même. Si tu veux parier à ce moment-là, il n'y en a pas un qui a un avantage sur l'autre. Donc, tout le monde voit à peu près un partout. Sauf Adalaide Bird et son compère. Et Junichiro, légende anglaise. Exactement. Là, on rentre un peu dans le truc quand même parce qu'à la fin de ce combat-là, il va faire une grosse. Ça nous permet une digression avant qu'on attaque le round 3. Mais il va faire une grosse sortie, Volkov. On se souvient, Dana White va le voir, lui dit tu t'es fait avoir. Et je suis gentil quand je dis tu t'es fait avoir, c'est une traduction mignonne. Lui dit on va s'occuper de toi, machin. Lui arrive en conf, il détruit, je comprends pas, c'est moi qui ai gagné ce combat. Il commence, d'ailleurs, c'est marrant, la conf, je l'ai revu là, il commence en disant je sais pas qui sont les juges, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe et il faudrait que, tu vois, qu'ils soient devant leurs responsabilités quand ils font des erreurs comme ça. Et ensuite, c'est un journaliste qui lui explique qu'il y avait Adalaide Bird et qui lui explique qui est Adalaide Bird. Et là, il pète un plomb. Là, il pète total un plomb. C'est n'importe quoi. Donc, que je vous fasse le contexte avant de vous dire sa quote, Adalaide Bird, c'est la femme de Robert Bird, qui est un ancien arbitre de boxe et aussi juge de boxe, qui a fait énormément de combats de boxe aux États-Unis, énormément de gros combats, même des gros championnats du monde, qui est très, très impliqué dans la commission athlétique du Nevada. Enfin, il a un énorme réseau. Et donc, il a aussi placé sa femme. D'ailleurs, ils se sont peut-être rencontrés après, j'en sais rien. Je connais pas l'histoire des Birds en soi. Ouais. Mais qui est aussi devenue juge de boxe. Donc, elle a jugé de la boxe pendant des années et des années. Je crois que ça fait plus de 30 ans qu'elle juge de la boxe. Hein. Son mari encore plus. Et qui après est passée dans le MMA. Adalaide Bird, elle est notamment connue, quand on aime la boxe comme moi, pour avoir jugé Canelo Golovkin 1. Canelo Golovkin 1, en étant gentil, Golovkin, il prend 9 rounds. Et elle a vu Canelo, c'est pas qu'elle a vu Canelo, parce qu'il y a un 114-114 et il y a un 115-113 Canelo. Je veux bien, parce qu'il y a des rounds qui sont un peu swing rounds, qui sont un peu serrés. Donc tu peux, allez, tu le vois dans un autre angle, tu peux le donner à Canelo. Elle score 118-110 Canelo, ce combat-là. C'est une des scorecards les plus horribles de l'histoire de la boxe. Mais est-ce qu'Adélaïde a pensé que le backfist était interdit, tu crois, comme en boxe anglaise? Peut-être, tu vois. Mais ta blague, elle est marrante. Parce que c'est pour ça que je voulais expliquer qui était Adalaide Bird. Parce que quand il apprend ça, Volkov, en conf de presse, il pète un plomb et il dit mais c'est quoi ce truc où des gens qui boxent, qui jugent de la boxe, et qui en plus des fois le font mal, sont permis de juger le MMA, qui est une autre discipline en fait, qui est un autre sport. Tu vois, il remet en cause la légitimité. En quoi cette nana-là qui a jugé de la boxe pendant des années, elle est légitime à venir nous juger, nous? Je trouve que c'est un débat hyper intéressant. T'en penses quoi? Moi, je suis assez d'accord avec lui, en vrai. En fait, j'en pense que... C'est une juge de boxe, à la base, Aldric. J'en pense qu'en fait, on n'est même pas capable aujourd'hui de... Tu sais, je me remets en question quand je te parle de solutions et je t'avais dit souvent, ouais, mais ce serait bien que ce soit des combattants de MMA qui jugent. Tu te rappelles de ça? Et en fait, ça aussi, c'était une connerie.
parce que je m'aperçois petit à petit que les combattants de MMA sont même pas tous des fans, en fait. Ils regardent pas ou peu, la majorité, je t'assure. Moi, des fois, le lundi matin, je fais pas mal de refs à ce qui s'est passé à l'UFC, et je te jure que j'ai 70% de mon audience qui sont des combattants pro, Alex, hein, qui n'ont pas la ref. C'est fou, non? Et je te dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a peu ou pas de gens qui regardent vraiment l'UFC de façon hard et systématique, tu vois. Il y a beaucoup de combattants qui vont regarder leurs combattants préférés ou les mecs de l'autre KT, mais ils n'ont pas un visionnage hardcore de la discipline. Et pourtant, ils font ça 2 fois par jour, Alex. Donc pense à ceux qui font ça en loisir. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de combattants qui seraient suffisamment informés et des règles et de ce qu'est devenu le MMA moderne pour les remplacer, ces gens-là. En fait, le problème, il est très important. Et je pense qu'à part l'IA, je vois pas. Tu vois, je reviens sur le jugement qu'on avait fait ensemble de notre. C'était un Jab Culture, je crois qu'on avait fait là-dessus. Je pense que si l'IA n'évolue pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça demande trop de sensibilité de juger un combat. Il faut comprendre. Là, tu vois, j'ai rien contre cette femme qui doit avoir une 60aine d'années, mais les mecs de l'anglaise et qui ont la culture anglaise, le backfist, ils le voient d'un mauvais œil. S'il faut, elle l'a même pas valorisé pour ça, tu vois. Aldric, on l'a dit ici, en anglaise, la défense, ça compte. Rien que ça. Enfin, c'est une différence énorme, en fait, dans le jugement entre les deux sports. Et Volkov, dans ses phrases dans le conf, il a raison à un moment. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est qualifiée, même si elle est qualifiée à faire de la boxe, et son jugement de Canelo Golovkin prouve que quand même on est limite, même si bon, on connaît l'influence de Canelo dans le Nevada, mais c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est qualifiée, tu vois, quel diplôme elle peut montrer ou prouver qui montre qu'elle est requalifiée à faire du MMA? Après, on va nous dire attention, vous en avez quelque chose contre elle. Non, parce que Kanishiro fait la même bêtise. Hein. Oui, tout à fait. Kamijo, pardon, fait la même bêtise. Mais là, pourquoi il y a eu beaucoup plus d'acharnement sur Bird? Parce qu'elle a ce passé-là. Parce que les mecs de l'anglaise, tu vois, ou qui connaissent l'anglaise comme moi, qui sont devant l'écran, quand t'apprends que c'est Bird, flemme, quoi. Elle fait déjà elle fait des dingueries en boxe, elle va revenir faire. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est qualifiée à juger ça? C'est quand même un débat, je trouve, à ouvrir, parce que je sais pas si tu vas suivre mon analogie, mais un juge qui juge du patinage artistique, il y a eu des scandales d'ailleurs dans ce sport-là pendant longtemps, et il va pas juger de la danse, hein, alors que ça se rapproche à plein de niveaux. Les mecs du patinage artistique, ils dansent un peu sur la glace, mais il va pas. C'est 2 disciplines différentes. Pourquoi nous, dans nos sports, les mecs, c'est la fiesta? Tu as été juge de boxe pendant 30 ans, vas-y, viens faire du MMA. C'est ce que je te dis. Pour pouvoir avancer sur ça, il faudrait avoir notre propre filière, et on l'a pas. Et quand tu vois que j'ai l'impression aujourd'hui que personne connaît les paroles de la chanson et que tout le monde veut chanter. Les commentateurs, ils disent des dingueries. Les combattants, ils comprennent pas. Le sport, c'est pas que mettre KO, tu vois. Il y a une compréhension du sport. Et je m'aperçois, moi, que mes propres athlètes, des fois, ils me disent des dingueries. Donc, c'est un débat assez compliqué. Et c'est pour ça que je te dis, où les mentalités évoluent, et d'ici 3-4 ans, on sera capable de mettre une solution humaine, ce dont je doute, ou il n'y a que l'IA qui pourra peut-être faire quelque chose en respectant ses critères, tu sais, parce qu'il faut aller vite quand même. Tu vois, le cerveau humain, sur un seul visionnage d'un combat très serré, je suis pas sûr qu'il puisse aller aussi vite, tu vois. Je te suis beaucoup, et en plus, comme tu parlais tout à l'heure, avec les angles différents, avec sur du direct comme ça, où tu dois rendre ta carte tout de suite. Et, de toute façon, c'est compliqué, hein. Jamais on pourra empêcher, en fait, des trucs très controversés. Le système fait que c'est obligé. Parce que là, si tu vois pas bien le backfist par rapport à l'angle, bon, il y a quand même la foule, il y a quand même les commentateurs, même pareil, il y a une influence quand même américaine, parce qu'ils sont en bas de cage, les commentateurs. Les autres casteurs, entre guillemets, les Français, les Canadiens, machin, tu les as pas. Il n'y a que les gens qui ont l'antenne. Les Français, c'est à l'UFC Paris qui sont exactement. En bord de cage. Mais sinon, là, tu as juste les 3 mecs qui hurlent, parce que Rogan, c'est toujours très sanguin, tu vois. Et donc, tu es obligé d'être influencé. Là, ils l'ont pas été influencés, malgré tout. Malgré les hurlements de Rogan et de l'équipe et tout, il donne à Cyril, et en toute objectivité, il ne le mérite pas, ce round. Non, pour moi, c'est Volkov aussi. C'est plus serré que je l'imaginais à l'époque, mais c'est Volkov. Il ne mérite pas. Et on passe au round 3, qui est hyper intéressant, en vrai, à juger. C'est parce que c'est un cas d'école de trucs où c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu vas aller chercher, en fait, pour juger? Il y a un tout petit temps de boxe debout où il n'y a pas de dégâts, hein. Les mecs se touchent pas, il n'y a pas beaucoup d'initiatives, c'est pas... Volkov va vite coller Cyril et l'amener au sol. Là, Cyril s'accroche au bras, en fait, de Volkov pendant 2-3 minutes, presque.
tu sens qu'il veut tenter une sorte de Kimura. D'ailleurs, je sais pas si t'entends Fernand, qui pendant 2 minutes du round dit arrache-le, tu vois, va au bout de ce mouvement-là. Alors, c'est facile à dire, hein, Cyril, il devait être crevé, t'es crevé au bout de plus de 10 minutes de combat chez les poids lourds. Mais la Kimura est jamais vraiment enclenchée. Non. D'accord. Il s'accroche plus. Tu peux pas la compter comme une tentative de soumission. Donc, Cyril fait pas grand-chose. C'est dans ce round-là que Rogan dit que Volkov peut gagner s'il est juste en top position. Volkov finit par petit à petit. D'ailleurs, tu vois, l'UFC n'a pas comptabilisé de tentative de soumission. Oui, sur ce round-là. Et t'as vu les frappes significatives sur ce round-là? Parce que c'est vrai que t'as pas donné les stats, on le fait à chaque fois. Dis-les. 4 chacun. C'est-à-dire qu'en gros, je redis juste, 7 retenues pour Cyril. Mais là, par contre, il y a une dinguerie. Vous allez... Justine, tiens-toi bien. 4 sur 7 retenues pour Cyril. Je sais ce que tu vas dire. 75. Oui. 68 sur 75 retenues pour Volkov en effectif 4. C'est-à-dire qu'en fait, il a envoyé 64 rabbit punch. Oui. En fait, c'est le délire. Une catastrophe. C'est le délire de ce qu'on voit sur les stats. 4-4 en frappe significative dans le round 3. Il y a 64 frappes qui sont des frappes de lapin, pour traduire littéralement de l'anglais. Si tu prends toutes nos stats qu'on a fait depuis le début, sur les 3 rounds, Gane, il a 43 frappes significatives, Volkov en a 39. Mais si tu prends les total strikes, le total, c'est 105-48 pour Volkov. Parce qu'il y a 64 frappes depuis la top position au round 3, comme ça. 64. Donc il devient. Mais c'est Volkov qui a. Là, il y a un gros manque de fight IQ pour Volkov parce que au lieu d'en mettre 64, comme c'était ma petite sœur, t'en mets 5 fortes, t'as gagné ton combat et t'as gagné ton round. Oui. Ah, mais complètement. Tu vois? Enfin, en tout cas, t'es sûr du truc. D'ailleurs, c'est marrant, Rogan qui dit à un moment il peut le gagner en restant en top position. Il dit aussi, j'ai noté à 1 minute de la fin, je pense, ou même pas, peut-être 45 secondes de la fin, il parle de Volkov, il dit il doit faire un peu de dégâts pour sécuriser son round. Tu vois, il sent que ces petits rabbit punch, c'était pas assez. Mais là, ça devient un cas d'école, et là, je veux ton avis, Alric, là-dessus. Cyril, il fait pas de dégâts. Okay, non. On est d'accord. Personne fait de dégâts. Sur tout le round. Personne fait de dégâts. Sa tentative de Kimura, tu peux pas la mettre non. comme... C'est pas une tentative. Je valide ce qu'a fait l'UFC, il faut pas la compter. Dans la règle de l'effective striking, qui est le premier critère, et effective grappling, il y a marqué que tous les dégâts sont comptés, mais que le dégât impactant et immédiat est plus important que le dégât cumulatif. Mais est-ce que Volkov, en fait, même si c'est 64 rabbit punch, il gagne pas juste sur ça? Parce que le dégât cumulatif, même si sa barre de dégâts, elle est là, celle de Cyril étant là, eh ben en fait, c'est lui qui prend le round. Tu vois, là, on prend le critère au sens premier du truc. Son dégât cumulatif, même très bas, pour moi, il lui donne le round. Moi, je le donne à Volkov à cause de ça. Si je suis les critères bêtement. En fait, ce round, tu lances vraiment une pièce en l'air, il est absolument catastrophique. Mais si je dois choisir quelqu'un, je le donne à Volkov. Oui, ben on doit choisir quelqu'un. Donc là, tu vas me dire, mais attends, Rick, si tu donnes le 2 à Volkov et si tu donnes le 3 à Volkov, c'est que tu vois Volkov gagner? Ouais. Oui, bah tous les deux. Là, tu as compris que je le donnais aussi. Moi, soit je le donne en fait sur... Tu considères que l'impact cumulatif même des 64 petits coups, bah c'est assez pour avoir cette petite jauge en plus et tu lui donnes. Après, je vais te dire si tu considères pas ça, c'est tellement catastrophique qu'avec les nouvelles règles, c'est-à-dire s'il se passe là, maintenant, c'est-à-dire il y a quelques mois ce combat, je peux peut-être même donner un 10-10. Hein, parce que c'est une catastrophe. Ah, mais pourquoi pas? Je suis pas loin de pouvoir te suivre sur le 10-10. Mais parce qu'en fait, en suivant les critères même dans l'ordre qu'ils étaient à l'époque, puisque maintenant on peut échanger le truc, il n'y a pas vraiment d'agressivité dans ce round-là. Non, pas du tout. D'un côté ni de l'autre. Donc ce deuxième critère, si tu considères que les dégâts c'est les mêmes, tu prends pas les 64 rabbit punch là, tu te dis ok, on les met à égalité sur le dégâts. C'est difficile de les compter quand même, ils sont vraiment dégueulasses. Moi je prends vraiment le critère, tu vois, au sens où il est écrit. Ouais. Mais si tu les prends pas, ok, on va dans le sens où on les prend pas. Deuxième critère, l'agressivité. Pareil. Non. Il y en a pas d'un côté. Donc c'est un des rares 3 trucs où tu peux aller au troisième critère, la position dominante. Et c'est Volkov. Ouais, c'est Volkov, très exactement, je vais vous le donner, mais je crois que c'est 3 minutes. Oui, c'est pas sûr, c'est 3 minutes. Et on rappelle que dans les nouvelles... quand ils ont affiné les règles ces derniers temps, ils ont dit que c'était plus cet ordre-là obligatoirement, c'était les dégâts en premier, mais qu'après, entre le 2 et le 3, tu te rappelles ce que j'avais dit, c'est celui qui impacte le plus le round. Au plus impactant des deux critères. Ouais. Donc dans la façon dont on juge maintenant, la top position prendrait le deuxième critère. Donc Volkov. Mais donc c'est Volkov qui a gagné ce combat, Aldric. Même si c'est de très très peu, c'est Volkov qui... C'est pas un vol, parce que c'est pas un truc, tu vois, les rounds sont tellement serrés, et il y a tellement rien dans ce round 3. Après, je te dis ça, c'est tellement nul au sens propre que ça peut l'être au sens figuré. C'est-à-dire que moi, un draw en donnant 10-10 au troisième, je vois ça
Ça me choque pas, quoi. Je peux l'entendre aussi. Vraiment. Mais vu que tu as le critère de la top position. Mais c'est mort. si tu ramènes à ces 3 minutes de top contrôle, Ouais. bah, il y a 3 minutes de top contrôle. Hein. Ouais. Va gagner. Là, c'est tant mieux pour l'histoire, pour la France, pour le fait qu'on a cette ceinture, ce championnat du monde magnifique, en plus avec ce bis-bis Angleterre-France absolument fabuleux. Tant mieux pour l'histoire. Mais c'est quand même... Il faut quand même beaucoup de réussite pour gagner un round quand tu te fais contrôler 3 minutes. Et même puisque d'ailleurs, ce troisième critère, c'est même contrôle de l'aire de combat. Donc, il y a la position dominante au sol, mais il y a aussi le debout. Le centre de la Et pendant la minute où ils sont debout, il n'y a pas de dégâts, où ils font rien, c'est Volkov qui a le centre. Donc, Donc tu peux étendre à 4 minutes de contrôle. Sur des petits critères, ouais, c'est lui. C'est lui. Donc, malheureusement, moi, en le revoyant, oui, c'est Volkov 2. Ouais. On a toujours dit qu'on devait avoir un degré d'honnêteté avec les gens qui nous écoutent. Ouais. Quand on est d'accord, on est d'accord. Là, en l'occurrence, c'est compliqué d'aller trouver des arguments. C'est compliqué. Moi, un autre point que j'avais déjà noté à l'époque, bien sûr. Déjà, les commentateurs, je t'ai noté les 3 phrases. Il n'y a pas de souci. Cormier... On a l'impression que Volkov a gagné, mais c'était un close fight. C'était un combat serré, il n'a pas tort. Rogan, c'était serré, mais Volkov devrait avoir gagné. Ça, c'est juste après l'annonce du combat. Et Annick, la réaction du coin de Gann, le coach comme le combattant, was very telling. Donc, elle racontait beaucoup. Sur le non-verbal, ils sont hyper déçus. Sur le non-verbal, on en avait parlé. Que ce même. soit Benjamin ou Fernand, ils sont hyper déçus. Tu te rappelles, même quand on a débriefé le combat de Manon à Montréal, le non-verbal, à la fin d'un combat, il raconte des trucs. Bien sûr. Et le non-verbal de Cyril, de Fernand, il raconte beaucoup de choses. Évidemment. Sur ce moment-là. Et au moment où où ils annoncent le vainqueur, tu sais, c'est pareil, ce non-verbal-là. Il y en a un seul qui lève le poing, qui est en mode, on va m'annoncer vainqueur. C'est Volkov. Juste. Tu sens qu'il y a cette déception de Cyril. Cyril, d'ailleurs, te rappelles, il part de la cage avant de faire l'interview. C'est Fernand qui va le rattraper, qui va lui dire, il faut que tu fasses ton interview. Alors, il est très frustré, il le dit, parce qu'il y a son orteil. En effet, un mec comme Cyril, avec ses qualités, avoir un orteil au moins au bout d'une minute de combat, c'est chiant. Mais surtout qu'on l'a vu. Sur le premier affrontement, on a vu que et c'est là que prenez bien en compte ça. Parce que c'est vrai que quand tu regardes le combat de Volkov, tu te dis, non mais Aspinall, il va lui rouler dessus. Parce qu'il y a un footwork qui est vraiment défaillant. Il y a des distances. Il est souvent flat feet. Mais il faut garder en tête, les gars. Et puis un orteil, c'est vraiment... Ça peut-être être plus handicapant encore qu'une cheville. Parce que c'est vraiment important pour les appuis, pour la puissance, pour un ensemble de choses. Donc, il faut garder ça en tête quand même, parce que le footwork, il est vraiment catastrophique sur ce combat. Ouais, non, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, là, on est vraiment loin d'un fight of the year. On a eu même pas fight of the night. De réussite, c'est bien parce que souvent, c'est pas souvent que c'est pour nous. Hein, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre, clairement. Sur les stats, pour ajouter les petits trucs, on a déjà donné tous les trucs de stats, mais sur les frappes significatives, à la tête et au corps, c'est Volkov qui domine, 19-14, 18-10. Mais aux jambes, c'est Gann. Ouais, il y a un travail de kick qui est pas mauvais. Le travail en ligne basse, il est quand même très favorable à Gann. Au sol et à la distance, Gann aussi, mais Volkov au clinch. Au clinch met un peu plus de frappes, mais c'est 3 frappes à 0. Mais je pense que ça, c'est beaucoup les orteils quand même. Parce qu'on sait que Cyril, il a un clinch de moi qui est... D'ailleurs, dans le premier combat, il l'utilise très bien. Oui, mais là, c'est compliqué parce que tu es vraiment sur la pointe. Donc là, les orteils sont très sollicités, tu vois. En plus, t'es 14 mois sans cage. T'arrives, boum, sur ton premier type, tu te fais l'orteil, tu n'as plus ton footwork. En effet, ça devait être très dur à gérer comme combat pour Cyril, et il y a de la réussiite, ça gagne. Eh ben, tant mieux pour nous, et samedi soir, on sera devant l'écran. C'est quand même plus sympa de voir un Gann Aspinall que d'un Gann... Volkov. Enfin, Aspinall-Volkov. Ouais, et puis on aurait eu qui, nous, alors? On aurait eu Almeida, sûrement. Ouais, sûrement. Tu vois, sans doute. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et le temps de contrôle, donc on l'a dit, 4,32 pour Volkov, 3,40 pour Gann. Il y a aussi du temps de contrôle de Gann. Ouais, mais le boulot qu'il fait en lutte et tout est pas mauvais, hein, par contre. C'est un combat spécial. Hein. C'est un combat quand même spécial. C'est un combat compliqué à regarder. J'ai mal à mon MMA quand je regarde ça. Ouais, pas un vol, hein, on est d'accord. Enfin, pour résumer, on l'a déjà posé au début de truc. Pas un vol, mais ça va dans les deux sens et on n'a rien à dire. Quoi. Ouais, oui, voilà. C'est très, très difficile à juger. Ouais. Vraiment, ce round ça 3, va dans l'autre sens, tu te tais et tu dis, je reviendrai, tu vois. Le round 3, comme je te dis, c'est un cas d'école. Tu regardes les critères, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va aller chercher là? Vu ce qui se passe, vu la non-action de ce round. Mais d'un autre côté, Volkov, c'est tellement mauvais, ses décisions et tout, que il en a eu. T'as joué, t'as perdu. Ouais. Tu vois, parce que ses décisions sont absolument mauvaises. Tu décides d'amener le combat au sol, mais frappe quand même alors. Quitte à le perdre. En plus, on voit que Cyril, il a des scrambles qui sont pas ouf. Voilà, fais des dégâts. Tant qu'il se relève, tu lui mets un coup de coude dans la tête. Tu vois, il y avait des choses à faire. Non, il bloque.
Il bloque. Et ça n'empêche pas, parce que tu aurais pu te dire qu'il aurait pu avoir. Les 3 juges lui donnent. Ils n'ont aucun doute, les juges, sur le round 3, à le donner tous les 3 à Volkov. Sur le côté vol ou non, MMA Fighting, le grand site, ils en avaient fait un Robbery Review. Ils en font pas souvent, c'est juste sur les trucs très controversés. Ils en avaient fait un. Ils avaient conclu d'ailleurs que c'était pas un vol, que c'était hyper serré des 2 côtés et que c'est des rounds qui, selon ton angle, selon la façon dont tu juges, peuvent être très différents. Mais c'est un fight intéressant sur cette faculté ou non à comment tu juges et comment tu. Ouais, c'est vraiment son seul côté d'intérêt. Hein, Ouais. Sur ça. Tu vois, c'est pour. Ah, il a été dur ce matin. Quand on met notre casquette de juge, c'est vrai que toi, avec la fatigue, ça te fait. Oh oui. Là, on met notre perruque de juge, elle était dure à mettre ce matin. On va conclure là-dessus parce que tu l'as dit, t'en as déjà pas un peu parlé, mais c'est vrai que si tu regardes ce footwork et tout, tu te dis ça peut être très dangereux contre Aspinall. Oui. On espère qu'il se fera pas l'orteil au bout d'une minute, Cyril. Ça nous arrangerait quand même. Je pense qu'il va quand même. En tout cas, c'est pas l'orteil qui va se blesser. Je pense qu'on va plus être sur du calf, sur des oblique kicks sur le genou. Je pense. Donc, l'avantage du side kick, ce qu'on appelle en karaté un yoko, et ce qu'on dit, on peut dire oblique kick, push kick, appelle ça comme tu veux, c'est qu'il y a une protection quand même. Le fait que ce soit sur le côté, c'est le bol du pied et le talon qui vont toucher, ça protège tes orteils. Le maigiri, le push kick, le front kick, pardon, pas le push kick. Là, c'est plus compliqué parce que c'est censé être le bol du pied, mais tu as l'orteil devant. Donc, un coude, un genou qui monte et ça peut très vite casser. Donc, là, vu l'angle que prend ce combat, le game plan, les win conditions, je pense qu'on verra plus de side, d'oblique et de calf kick, tu vois. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une fracture dans les premières, en tout cas pas dans les premiers rounds. On a fait toute la preview de ce combat dans Eldrick Enerby lundi. On vous renvoie, si vous ne l'avez pas vu, notre Eldrick Enerby de 2h49, Eldrick, depuis Vancouver pour toi. Mais j'avais 3 réflexions par rapport, une fois qu'on a rejugé ce combat-là, sur lesquelles je voulais ton avis par rapport à Cyril, qui ne vont pas forcément dans le positif, mais je veux avoir justement ton avis là-dessus. J'ai beaucoup maté des anciens combats de Cyril pour préparer tout ce qu'on va faire ce week-end, notamment et le commentaire en live. Moi, je trouve que d'ailleurs, il est étonnant là-dessus. Ces kicks, ils sont assassins. Quand il frappe fort les kicks, tu vois, tu te rappelles Tuivasa, tu te rappelles d'autres. C'est un assassin sur les kicks. On se rappelle qu'il vient du Muay Thai, Cyril, à la base. Il bouge dans le mouvement général dans une cage. Il bouge quand même très très bien, mieux que la plupart des lourds, enfin même peut-être que l'ensemble des lourds, je trouve. Je te suis. Par contre, je trouve que quand on se rapproche, ce qui est dangereux contre Aspinall, et ce que Aspinall va essayer de faire, et ça va être difficile de le garder à distance, ce que tu expliquais lundi, de garder Aspinall à distance pendant 25 minutes, c'est dur. Donc il va se rapprocher un moment, et là je trouve qu'au niveau footwork, il manque Cyril. Il a souvent quand même les pieds ensemble sur la même ligne. Il n'y a pas de footwork pour faire des combinaisons. Ce qui l'empêche de frapper très fort, tu vois, de mettre les gros coups que peut avoir un Aspinall, un Ngannou, ces gens comme ça. Je trouve que c'est un manque énorme dans son jeu. Alors, je vais te répondre oui et non. Cyril Gane, ce sera jamais un mec qui fait... Enfin, pour moi, ce sera jamais un in-boxer, tu vois. Il va jamais rentrer à la mexicaine au corps à corps et travailler de la poche. Ça n'arrivera jamais. Parce que il a développé des facultés. Je pense qu'il peut même boxer en boxe anglaise, il peut. Mais de loin. Vraiment, du côté out, il est capable de... Outside fighter. De jouer. Maintenant, la clé de ce qu'on va voir samedi, c'est la capacité à ramener la poche au clinch. C'est-à-dire que la bonne distance pour Aspinall, c'est le boxing range. Si Cyril arrive à le transformer en clinch Muay Thai, en collar Thai, c'est gagné. Enfin, ça peut gagner. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais là où tu as raison, si ça brawl de près, on peut se faire éteindre Cyril peut se faire éteindre à tout moment. Donc la logique de qui va s'imposer, c'est ça. T'as Aspinall qui doit soit plonger dans les jambes comme il l'a fait contre Volkov, soit venir dans la poche comme il l'a fait contre Pavlovich par exemple pour envoyer son coup. Et ça, c'est la distance où Aspinall gagne. Et très dangereux. Il peut t'éteindre ou il peut te lutter à cette distance. Si tu laisses rentrer dans cette distance, mais que tu le clinches et que tu es capable de faire des dégâts, tu l'uses. Tu l'uses et je suis persuadé qu'au 3e ou au 4e, il sera moins dangereux. Par contre, tu te fais connecter dans les premières secondes par ce Aspinall-là, tu dors. Et tu vois, mais plus je t'écoutais, toi, sur l'analyse technique que tu avais déjà dit comme ça lundi et celle que tu rajoutes aujourd'hui, les points que je t'ai rajoutés là, moi, je me disais, j'ai l'impression que Cyril doit être plus parfait pendant plus de temps pour gagner ce combat que Aspinall. Aspinall, il a besoin d'être parfait et dans la bonne distance, en vrai, pendant 10 secondes. Ouais, S'il connecte,
Alors, tu as raison sur le principe, sur le fond, mais la forme, je ne suis pas d'accord parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas son temps de combat à Spinal. Il est dangereux combien de temps? Ok. Est-ce que Ce c'est. que je dis vaut dans le premier et le deuxième peut-être. oui. Et peut-être pas On va après. savoir Ouais, s'il faut même pas dans le deuxième. On ne sait pas. ouais, t'as raison. Donc aujourd'hui, on sait que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il s'exprime et qu'il connecte dans les 3 premières minutes ou même les 5 premières minutes, je pense que ça peut être KO direct. Ça peut se finir très mal tout de suite. Donc là où il y a besoin de 10 minutes à la perfection. Voilà. Cyril, s'il veut prétendre à ce combat, je suis persuadé qu'il faut qu'il y ait 10 minutes. C'est une symphonie que tu dois faire pendant 10 minutes et pas une seule fausse note. Oui, c'est ça. C'est un seul défaut ouais. de concentration ou mauvais Après, truc peut être si fatal. tu prends un takedown, non. Non, tu peux je parle sacrifier ton là, on round. parle dans ce truc de boxing range C'est ça. ou de machin. Ouais. C'est-à-dire que si jamais il se fait amener au sol, alors ces scrambles sont pas ouf contre Volkov, mais je suis persuadé que le travail qu'il a entrepris avec les judokas, avec tout ce casting que tu as énoncé quand j'étais à Vancouver et les Dave Footing et tous les mecs qu'il a pris, les Pouya Ramani, je pense qu'il a vraiment peaufiné ça. Donc est-ce que s'il se fait takedown, il est capable de scramble? Je pense que oui. Par contre, si tu te fais connecter, c'est une machine à Spinal. Hein. C'est une machine de guerre. Encore une fois, j'alerte. Moi, ce genou, je le vois pas guéri. En regardant les combats, je le vois pas guéri du tout, ce genou. Néanmoins, tu fais une fausse note, tu dors. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y en a plein de la communauté qui ont aimé ton idée de. Mais et t'as raison d'ailleurs. Et on revient aussi à Bakizebo. Hein. À un moment, s'il y a un mec, un truc, acharne-toi dessus. Tape dessus. C'est un genou qui fait mal. C'est un genou qui peut enfler vite. C'est un genou qui n'est pas totalement guéri, sur lequel il y a des séquelles de flexion. Et on sait que c'est très compliqué. Il faut, post-op, il faut au moins 4 ans pour récupérer un genou quasiment sain. Et on sait que c'est toujours des genoux, même si on les appelle sains en langage médical, qui sont sujets à épanchement, à kyste poplité. Et il y a toujours des trucs. Donc, bien sûr que si tu kicks dedans, tu peux, en 5-10 minutes, tu peux générer un épanchement suffisant pour gêner la flexion de l'articulation. C'est évident. Et mon dernier point sur Cyril, parce que quand j'observais aussi tout ce qui sort aujourd'hui, il y a une grosse communication autour de ce combat-là, donc une grosse promo du compte officiel de l'UFC, des différents diffuseurs à travers la planète, donc je suis un peu tous ces comptes-là. Et il y a beaucoup d'extraits des anciens combats de Cyril, des anciennes phases de finish de Cyril, et je vois beaucoup. Et ce qui est normal, nous, on a moins ce œil-là, parce qu'on a aussi le cœur qui parle pour Cyril. On a envie qu'il s'impose samedi. Et on a envie qu'il aille le plus loin possible, notre bon gamin. Mais beaucoup de commentaires, quand il y a des highlights de Cyril, donc faut le dire, beaucoup de commentaires à l'étranger, une majorité même de commentaires dit comment il s'en sort à mettre toujours des coups derrière la tête. Et c'est vrai que quand tu vois les ralentis, je suis désolé. La polémique, elle a commencé contre Dos Santos. Hein. Oui. Avant ça, personne n'en parlait. Non, c'est à partir de Dos Santos, mais t'en as contre Tuivasa. Oui. Alors, Tuivasa, il bouge beau, c'est beaucoup dans des phases où il bouge. T'en as dans la séquence finale contre Spivak, il y en a une pelletée en vrai. Moi, là où je veux en venir, c'est même pas lui reprocher ou quoi, mais est-ce que ça peut lui jouer des tours à un moment, tu vois? Est-ce qu'à un moment, dans un gros combat en jeu comme ça contre Aspinal, est-ce qu'il peut prendre un point de pénalité parce qu'à un moment, sur une phase, il fait ça et l'arbitre dit stop? Alors, là, c'est pas bon et -1, quoi, Cyril Gane. Moi, je vois pas du tout Aspinal tourner la tête. Pas du tout. Oui, ok. Voilà. Je pense qu'Aspinal, s'il arrive en face, il va le regarder droit dans les yeux. C'est lui qui va envoyer des missiles très forts, tu vois. Néanmoins, sur des phases de cache control ou sur des phases de sprawl, attention, parce qu'on sait que dans la pensée générale maintenant des arbitres notamment, le point, il arrive rapidement. Tu as vu ce qui s'est passé encore à Vancouver? Bon, est-ce que c'était des bonnes décisions ou pas? Ça dépend des combats et des scénarios. Il y a eu du bon comme il y a eu du moins bon. Tu vois, Prépolek, Dauber, pour revenir à celui-là, le point de pénalité est bon, mais le coup illégal fait qu'il renverse le combat. Donc, je sais pas, j'ai un avis qui est encore réservé là-dessus, mais néanmoins, il y a eu point de pénalité. Donc là, sur une phase où Aspinal, il tente le clinch, tu sprawl et tu frappes derrière l'oreille, ça peut avoir une sanction immédiate. Ouais. Immédiate. Je trouve qu'il y a un risque quand même, Ouais. avec le style qui Mais je te dis, c'est rare qu'il le fasse. Il le fait en grand end pound ou il le fait quand il est dans des séquences de finish. C'est les séquences de finish. Tu vas vas ça comme Spivak, c'est les séquences de finish qui d'ailleurs qui vont avec ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas le gros coup dans ces séquences. T'as l'impression que sur ces séquences de finish, un Ngannou ou Aspinal finirait plus vite parce qu'il y a le côté boum avec je pense que si Aspinal est touché, il tournera pas la tête. Il va essayer de contrer. Tu vois, c'est vraiment ce genre-là de tempérament qu'a Thomas Aspinal. Donc je suis pas très inquiet là-dessus. Par contre, sur les séquences de cache control ou de scramble, attention. Parce que aujourd'hui, on sait qu'il les lâche beaucoup plus facilement les points de pénalité. Et attention notamment, puisque je parlais moi-même, et ils sont pas bêtes, Fernand et Benjamin, ils vont essayer de toucher ce genou.
attention au coup dans les parties aussi. Parce que t'as vu, ça dégaine vite aussi. Une fois, 2 fois, hop, 1 point moins. Ouais. D'ailleurs, on l'avait dit, la deuxième fois, ça devrait. C'est logique en fait. C'est dans les règles. Oui. Donc si tu le fais 2 fois, une fois tu peux avoir un avertissement, 2 fois normalement tu as un point moins. Et pour toucher un genou, il faut calfer et il faut kicker à l'intérieur. Donc ce sont des choses qui sont assujetties et surtout sur le low kick intérieur, tu peux aller chercher les parties sans faire exprès. On l'avait promis lundi, on a fini le gros dossier Ghana Spinal, rendez-vous, je vous le dis, samedi soir sur YouTube, 20h, avec Aldric et moi, on sera là pour vous commenter ça en live avec la communauté. On l'a promis lundi, donc on va faire un petit preview rapide du reste de cette UFC 321. J'ai mes petites notes, elles sont prêtes, elles sont là. Qui sur les 3 derniers UFC de l'année, moi c'est le moins. C'est celui que je préfère le moins. Enfin, il y a Cyril, donc ça a forcément un truc particulier pour nous. Mais quand tu vois le 322, le 323, les cartes sont plus belles, je trouve, que celui-là. Il y a des points d'intérêt dont on va parler. Ouais, il y a quand même des trucs intéressants. Les cartes sont plus belles. Avant qu'on fasse ça, tu l'as ouvert tout à l'heure, donc je tenais à le faire aujourd'hui parce que j'ai eu 50 DM depuis lundi de gens qui ne comprenaient pas et qui pensaient, parce qu'avec la façon dont tu as formulé ta phrase, qui pensaient que tu avais fait une critique à Baba. Baba, c'est la famille, c'est mon ancien consultant et c'est quelqu'un avec qui je serai toujours très proche. Donc je regarde la caméra et je le dis haut et fort. La formulation pouvait vous laisser croire quelque chose. C'était pas du tout une critique envers Baba. Au contraire, loin de là. C'est justement. Non, en fait, j'ai énoncé son nom parce qu'il m'a quand même invité au Fighter Club. Et c'est ça que je voulais dire. Donc, et pour revenir, parce que c'était l'inverse en fait. Ça que tu voulais dire. Pas mal de polémiques. Ouais, mais tu te prends pour qui ? Je me prends pour qui ? Je me prends pour l'entraîneur et le manager de Manon. Je me prends pour le coach d'aujourd'hui la plus haut classée en France avec Cyril et Nassourdine. Et je pense que RMC, quand bien même Manon n'est pas très communicative, aurait pu au moins faire l'effort d'envoyer un community manager. Point final. J'ai pas envie de me justifier là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas à le faire. Je dis un peu ce que je veux jusqu'à présent. Liberté de ton sur Jab Life. Tu vois, donc tu l'auras toujours. Je dis ce que bon me semble à partir du moment où c'est fait avec respect. Et ça, je pense que j'ai manqué de respect à personne. Mais je pense que quand tu as une carte, alors ouais, Vancouver, c'est loin, mais c'est pas plus loin que Vegas. Je veux dire, c'est un vol d'avion. Et il n'y a pas un vol spécial comme sur la Lune qui coûte 10 fois le prix. Donc, le contexte économique m'importe peu. Tu dois, tu luttes pour la première place mondiale d'une KT, tu dois envoyer quelqu'un, point final. Et donc, c'est pas grave, je m'en rappellerai, c'est tout. Non, mais c'était bien qu'on remette tu vois, pour ceux qui avaient mal compris ce qu'on avait voulu dire ou quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais que j'aime ma famille d'RMC. Je viens de là-bas et j'aime beaucoup de gens là-bas. J'ai pas à leur dire ce qu'ils ont à faire. Je suis plus avec eux. Donc, j'ai plus à m'en mêler de quels sont leurs choix éditoriaux ou sur machin. Mais quand un représentant français, qui soit homme-femme numéro 2, affronte une numéro 5 ou un numéro 5 de la catégorie, ça devrait être automatique. Pour moi, ça me semble automatique. Parenthèse fermée, on va pas aller plus loin là-dessus, mais il fallait préciser pour tous ceux qui avaient été étonnés de tout ça. Voilà, et on a la liberté de ton Bien sûr. Jab Life. J'ai mes petites notes pour la carte. UFC 321. Ouais. Let's go. Le co-main event, c'est pour une ceinture. Et donc on va en parler parce que c'est un combat important pour une ceinture. Pas le combat le plus hypant de l'histoire pour une ceinture. Dean Thomas, il a sorti le bazooka, le lance-roquette, et il a dit c'est, je pense, la ceinture la moins intéressante des 10 dernières années ou un truc comme ça. Franchement, il y a été fort. Proche de Dana White. Donc, Virna Jandiroba contre Mackenzie Dern pour la ceinture vacante des strawweight, des moins de 52 kilos, puisque Weili Zhang va affronter Valentina Shevchenko en novembre à Nissan Square Garden. Franchement, c'est une confirmation quand même. Tu sais, même Pereira, quand il voulait remonter chez les lourds, il disait comme je suis actif, peut-être qu'ils me laisseront la ceinture des moins de 93 si je vais en lourd parce que je prends. Et moi, je pense que maintenant, c'est fini. Tu montes, Weili, ils auraient pu dire, on lui laisse, il y a le marché chinois, il y a tout machin. C'est une fille qui a plutôt, là, il y a eu le film qu'elle devait promouvoir, donc elle n'a pas été active, mais c'est plutôt une fille qui était active avant. Là, je crois qu'ils sont en mode automatique. D'ailleurs, regarde, tous les derniers, à chaque fois qu'ils montent, à chaque fois qu'un mec veut monter, ils remettent sa ceinture en jeu de tir. Avant même que le mec fasse la deuxième ceinture, ils remettent la ceinture en jeu direct. Mais attends, est-ce que Topuria, ils ont remis la ceinture avec Volk et Lopez. Est-ce que le combattant, il dit non, je la défendrai pas? C'est ça le deal. Okay, tu vois. Moi, je reviens sur ce qui a été dit. Ils ont dit si vous les défendez, on vous les laisse. Donc, est-ce que c'est le combattant est-ce que Weili, elle a dit non, c'est définitif? Parce que ça commence à me prendre trop d'énergie. La question, elle est là. Okay. Moi, je pense que c'est une volonté des combattants de ne pas la défendre. Alors, moi, je te suis à peu près sur tous les exemples qu'on a. D'ailleurs, Weili a pu le dire. Topuria a pu le dire, parce que je sais qu'il en avait marre de faire 145. Islam, avec les déclats qu'il avait fait et tout. Islam, ça les arrangeait pas ce coup-ci. Alors, tu vois, mais Islam, à mon avis, si tu leur avais dit, tu peux aller la prendre et tu redescends défendre contre Topuria,
Je pense que ça les arrangeait, zéro Islam. souci. Je pense qu'Islam, ça les arrangeait eux. Ouais, donc ça va dépendre du situationnel. Ah, tu le dis toi-même, hein, c'est un business, c'est vrai, c'est pas sportif. Bah, de toute façon, oui, ça t'as bien Pour raison. revenir au combat, Donc Virna, Jandy Robin, Mackenzie Dern, qui est une revanche. moi j'aime bien. Parce qu'avant que tu Oui, vas-y, m'analyses dis-le. ça, c'est important de le dire. C'était une revanche. Décembre 2020 et victoire par décision unanime de Mackenzie Dern à l'époque contre la Brésilienne. Jandy Robin, elle a un mix très intéressant. Elle a un mix très intéressant. C'est rare les filles qui luttent dans ces KT, que ce soit même si ça commence à arriver. Tu vois, on sent que le MMA féminin avait un petit retard structurel par rapport au. On sait que dans le MMA chez les garçons, il y a eu la période striker, il y a eu les périodes de jiu-jitsu, il y a eu la période lutteur. Et chez les filles, il y avait beaucoup de strikeuses. Ronda, elle a ramené un petit peu ça, et c'était un peu la seule, hein, quand tu regardes bien, parce que avant Ronda, on va pas faire un historique, mais tout ce qui est Christiane Cyborg, Gina Carano ou autre, c'était plutôt des strikeuses. Mesha Tate, c'était un peu Mario dans Mario Kart, moyenne partout, tu vois. Et du coup, là, on arrive avec des filles qui savent lutter, des Erin Blankfield, comment tu l'appelles, la danseuse Jasmine Chicken Dance. Chicken Dance, voilà, chercher le mot. Donc voilà, le MMA féminin arrive maintenant dans ces catés-là. Tu as Virna qui mixe vraiment beaucoup. Et on a cette Mackenzie Dern, donc qui arrive, qui est américaine, mais qui est la fille de Megaton Diaz, qui est très très forte au sol et qui commence, je trouve, à devenir athlétique, chose qui n'était pas du tout le cas si tu regardes ses premiers combats. En ce moment, ils sont dispo, je crois, sur la chaîne YouTube de l'UFC, et qui commence à avoir un pied-point plus que décent. Oui. Tu sais qu'il y avait l'open workout là. T'as vu au pas d'ours, c'était pas mal. Hein, les mécaniques de striking et de boxe sont intéressantes. c'était pas mal. Alors, je pense qu'il faut qu'elle soit dans sa distance à elle, mais c'est intéressant. Vraiment. Petit point faible, mais qui là va être intéressant. C'est toujours sur ces setups de lutte, c'est pas fou encore, tu vois. Et donc là, est-ce qu'elle va être spectatrice du combat? Quand je dis spectatrice, ça veut dire je strike Virna et c'est si Virna veut m'emmener au sol que je sors mon grappling, ou est-ce qu'elle va générer des scrambles comme elle a commencé un peu à faire sur ces derniers combats, tu sais. Elle essaye de faire tomber et si ça fait pas tomber, elle travaille de la demi ou de la garde et c'est pas inintéressant son boulot. Donc pour toutes ces raisons, le fait que ce soit une revanche, le fait que ce soit pour la ceinture, le fait que Mackenzie, elle progresse et physiquement et au niveau de son striking, intéressant à regarder. Ouais. Intéressant à regarder. Et puis presque 5 ans d'écart entre le premier et la deuxième. Tu viens d'en parler. C'est une évolution. C'est plus du tout les mêmes combattantes. Donc tu verras pas le même combat qu'en 2020. Et j'aurais pu aussi te citer des Tatiana Suarez, tu vois. Donc maintenant, le MMA féminin, on commence à arriver avec des filles qui ont des capacités de lutte, avec des filles qui ont des gros niveaux de sol. Et c'est... non, il a de l'intérêt ce combat. Très clairement, il a de l'intérêt. Après, je comprends la catégorie 52. Déjà que chez les garçons, elle ne serait pas très vendeuse. Bah, le fan de base qui préfère regarder les hommes forts, entre guillemets, se battre, il ne va pas être hyper intéressé par ce combat. Puis avant, tu avais quand même le côté Weili qui était quand même une star. Maintenant qu'elle n'est pas là, les fans globaux, ils connaissent moins. Peut-être le fan grand public, il connaît moins. Même si Mackenzie, elle a une très grosse communauté. Ouais. Hein. Et l'UFC, c'est s'en servir. Moi, j'appelle ça une communauté maillot de bain. Je suis désolé, comprendra qui voudra. Mais je te l'ai dit, Faldric, la miniature du premier embedded cette semaine, je crois qu'ils en ont plusieurs à chaque fois. Mais une des miniatures, c'est juste Mackenzie Dern en maillot de bain. Pas persuadé que c'est comme ça qu'il faut promouvoir le MMA féminin, non, mais en même temps, tu pouvais pas mettre Virna en maillot de bain. Hein. Je suis désolé, pas envie de faire de blagues méchantes, mais je sais pas si tout le monde aurait regardé. Virna qui peut devenir, parenthèse, la troisième à avoir été championne chez Invicta, c'est l'orga 100% féminine, et championne aussi à l'UFC. Il y a Cyborg et Esparza. Mais elle a un super style, Virna. Elle mixe bien. Elle a un très haut niveau de sol, mais c'est pas le niveau mondial de Mackenzie. Donc c'est un combat qui est intéressant. Non, mais il y a une très grosse influence brésilienne chez Mackenzie, comme je disais, c'est une brésilienne en fait, tu vois. Donc non, il est intéressant ce combat. Il est intéressant. Il y a quand même des phases, chez Jandy Robin, je revoyais des phases du combat contre Amanda Lemos, qu'elle finit en armbar et elle prend un bonus d'ailleurs. C'est des phases très intéressantes au sol. Il y a sur des phases de scramble où elle arrive à retourner une position qui est défavorable pour la mettre à sa faveur. Enfin, vraiment bien, quoi. Et debout, c'est pas ridicule. Moi, j'ai envie. C'est quand même une strikeuse, Lemos, tu vois. Non, c'est intéressant ce combat. Non, envie de voir ce combat et envie de voir quand ça va au sol. Tu vois, s'il n'y a pas des choses à faire, même côté Jandy Robin, même contre un niveau comme celui de Mackenzie Dern. Donc, on aura une nouvelle championne. Ça répond à nos questions. Comme on avait dit, Gamrot Oliveira, on avait envie que ça aille au sol. On a eu la chance que s'y est allé et on a vu. On a vu que c'était Charles devant. Là, c'est intéressant. Parce que c'est Mackenzie qui est loin devant. Parce qu'on sait que pour avoir ce niveau athlétique et avoir monté son striking, elle a fait moins de sol.
dans l'intervalle, est-ce que ça la rend moins efficiente? Non, il y a beaucoup d'interrogations sur ce fight. Il est hyper intéressant. Et parenthèse, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait de Manon, mais pour ceux qui n'ont pas vu passer, Manon est repassée numéro 1 en flyweight, devant Natalia Silva, au dernier ranking UFC. D'où l'intérêt qu'il fallait... Non, mais il y avait quand même des retombées sur ce combat, même si on avait voulu, nous, qu'il soit... On cherchait ni le main, ni le co-main, nulle part. Aucune de nos exigences de négociation ne sont rentrées là-dedans. C'était cet adversaire-là qu'on voulait, et dans un contexte plutôt calme, et je le concède volontiers, mais que moi, dans ma stratégie de protection de mon athlète, je veuille un contexte plutôt calme, c'est mon choix. Ça n'empêche pas que tu relayes des infos et que tu fasses vivre le truc. Non, mais moi je disais, voilà, il y a eu une conséquence très importante. Elle est repassée devant Natalia. C'est la beauté quand même des classements. Tu l'as vu, Aldric aussi? Ouais. Natalia Silva est passée devant elle au pound for pound. Superbe. Est-ce que Adelaide Bird, elle fait partie À mon avis, elle est dans le panel. Je ne vois pas autrement. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Le combat d'avant sur la main card, celui-là, il est fun. En plus, il commence à être un peu... T'as vu, il y a de l'animosité, là. Oui, celui-là, il est très, très fun. Bien sûr, on a envie de voir Omar Batista. Omar Nurmagomedov, dans la seule défaite, c'est contre Merab. On est bien sûr chez les moins de 61 kilos contre Mario Bautista, le mec qui monte en ce moment chez ces moins de 61. Il a fait Apache. De toute façon, Bautista, il s'impose là. Ça y est, t'es candidat pour le titre. T'es candidat pour être un adversaire de Merab. Autant j'ai plus le nom du Polonais qui vient de battre Pachi. Là, c'était très serré, tu vois. Il n'y a pas de. Jakub Kozlak. Ça, c'est pas un vol pareil, mais ça pouvait aller vraiment d'un côté ou de l'autre. Autant Bautista, il a fait une dinguerie. Et il a même pas vu le jour, Pachi, tu vois. Donc avant, il y a la victoire contre Aldo qui est un peu plus. C'est vrai. Qui est en split et qui est. Le cœur parle aussi beaucoup, mais je peux la donner à Aldo largement. C'est plus serré contre Aldo. Mais le statement qu'il a fait, notamment sur la défense de lutte et tout, j'ai envie de voir. Et puis surtout, c'est un Oumar 2.0 ou pas? Ça fait un petit moment qu'il n'a pas combattu. Ils ont mis beaucoup de choses en question. Il prépare Merab. Forcément, on a envie de voir des progrès. Tu peux pas te contenter de le ragdoll et de le finir. Tu dois montrer des choses, et à l'UFC d'ailleurs, et au public, pour dire, OK, je voudrais reprendre Merab dans un combat, dans 2 combats, dans pas de combat, tu vois. Donc, il y a beaucoup de jeux. Pareil, c'est son retour à la compétition après sa déconvenue. Je crois que c'était une fracture de la main qu'il y avait eu aussi, hein, si je dis pas de bêtises pour Oumar. Donc, c'était en janvier, ce combat contre Merab. Depuis, on l'a pas revu. Donc, on a envie de voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont préparé, et le new Oumar. Intéressant à voir en striking aussi avec Bautista, que ce striking pas forcément très puncher, enfin qui peut t'amener le KO, mais qui est efficace. Ouais, c'est ça. Il sait, tu vois, c'est vraiment le striking pour gagner des rounds, quoi. Donc très très hâte de voir ce combat. Et t'as raison, en plus Oumar est dans une position un peu, il faut faire un statement parce que Merab, on sait qu'il va revenir. Merab, il a prononcé des noms, mais pas le sien. Hein. On n'a pas eu le temps de revenir. On va y revenir bientôt, là, une fois que Gann sera passé. Mais l'UFC 323 en décembre, il est fou. Il est fou total. Et donc, Merab, il sera contre Petr Yan pour sa 4e défense de l'année. Il a dit qu'il voulait pas combattre au début d'année parce qu'il fait les fêtes de fin d'année. Enfin, Merab, il t'a laissé comprendre qu'après les 4 défenses, là, il va prendre un peu de repos. Je pense qu'il y a un shot deuxième trimestre. Il y a le Ramadan qui commence je crois que c'est vers février-mars. Donc, ça reculerait aussi. Oumar, lui, il a dit qu'il aimerait bien fighter justement avant ça, peut-être janvier ou donc. À mon avis, il a peut-être 2 combats, Oumar, avant de pouvoir réavoir sa chance à Merab. Donc là, il faut ne pas perdre ta place. Quoi qu'il arrive, que tu t'appelles Nurmagomedov ou pas, il faut la manière. Donc là, il faut faire un statement. Donc c'est pour ça que c'est un combat qui est déjà intéressant au niveau du match-up. Et pour le contexte, il est encore plus intéressant. Ah ouais. Non, j'adore ce combat et hâte de le voir sur cette main card. On vous commentera que la main card sur YouTube. Donc c'est un des combats sur lesquels on sera là avec Aldric. Comme le Jean Roba Dern, bien sûr. Il y en a un autre qu'on va vous commenter, on en a parlé pendant tout l'épisode, Alexander Volkov contre Jelton Almeida. Là, on est chez les poids lourds une nouvelle fois avec, c'est simple. Hein. Ils l'ont... Dana White, quand après le combat contre Gann, il dit t'inquiète, on va te mettre bien Volkov. Ils l'ont pas forcément mis bien. Enfin, ils lui ont mis le mec qui arrive derrière. Avec un peu de chance, ils lui ont fait un petit virement quand même. Peut-être, voilà. Mais ça ressemble quand même gros. Surtout si c'est Aspinall qui s'impose contre Gann, parce que si c'est Gann et que c'est serré, peut-être qu'il y aurait un rematch avec Tom. Ça ressemble au prochain challenger. On est là que si c'est Aspinall qui garde la ceinture. La manière aussi. Ouais. Tu vois, ça va dépendre de la manière. Pareil, Jelton Almeida, il fait une montée en poids lourd qui est un peu longue. Physiquement, on voit qu'il a toujours pas le... En plus, lui, c'est vraiment sa win condition, c'est d'amener au sol et de faire du sol. Donc, il souffre, je pense, de ce physique à un peu plus de 100 kilos.
Est-ce que j'ai essayé de regarder, j'ai pas vu de. Autant Cyril, si tu vois les reportages qui sont faits, les trucs, on voit qu'il y a une augmentation de la masse musculaire encore. Autant Gelton, c'est pas flagrant. On Non, verra au c'est pas. moment de la pesée, le poids qu'il fait. Tu crois que Volkov, c'est un grand lourd, hein, qui est vraiment massif. Tu crois qu'il peut vraiment l'empêcher de développer son jeu quoi, pendant 3 rounds à Almeida? Ben, Almeida, il a un niveau de sol, je pense qu'il peut finir, il peut soumettre Volkov. Je le pense sincèrement. Surtout quand je vois le niveau de sol de. Parce qu'on l'a peu vu, Volkov, au sol. Je pense qu'il peut finir Volkov. Maintenant, le Gelton Almeida qu'on a vu précédemment, il était soit hyper excitant, soit très décevant. Pareil, qu'est-ce qu'on va voir samedi? Donc c'est un combat qui a de l'intérêt, et pour la catégorie, et pour le futur prétendant, parce que je pense aussi que c'est une demi-finale mondiale. Pareil, moi, tu vois, c'est une main carte avec beaucoup de conséquences. Oui. Chaque combat quasiment, entre ceinture et presque demi-finale mondiale, Alex. Donc, moi, je la trouve super, la carte. Ouais, non, c'est les 4 combats qu'on vient de parler. Il y a des grosses conséquences dans chaque catégorie. C'est ça. Donc, c'est évident. Et le dernier qu'on aura sur la main card, c'est celui qui va ouvrir, a priori. Ce sera Alexander Rakic, qui revient contre Azamat Mourzakhanov. Même là, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, mais c'est différent dans les dynamiques là, de ce qu'on va voir. Rakic, il reste quand même sur 3 défaites. Hein. Alors, c'est Ankalaev, Prochaska, Blachowicz. C'est ça. Mourzakhanov, lui, il est invaincu depuis qu'il est 15-0. arrivé à l'UFC. Invaincu en carrière, mais invaincu depuis qu'il est arrivé à l'UFC via les contenders. Dernière victoire, c'est Branson Ribeiro. Avant, il y avait Menifield. En gros, là, tu as Mourzakhanov. C'est un combat assez simple, hein, sur les enjeux. Est-ce que Mourzakhanov va commencer à taper à la porte des très gros combats de cette catégorie des moins de 93? On est d'accord. Et est-ce que Rakic, lui, disparaît ou non de cet aéropage des combattants qui Rappelez-vous ce qu'il a fait à Melfin, qu'il a mis KO round 2, si je dis pas de bêtises. C'est 36 ans, il peut. Là, il tape à la porte. Et je pense que il fait un statement là, Mourzakhanov. Alors, même si il y a ce côté un peu russophone qui peut peut-être refroidir l'UFC, alors je pense qu'ils ne donneront pas la ceinture tout de suite. Mais on va le voir contre un top 5 de la KT. Ouais. Ah oui, c'est sûr et certain. Donc moi, j'ai envie de voir, parce que ça fait un petit moment que je le suis, et j'ai envie de voir. C'est sa porte d'entrée à ça. Quand on avait fait notre épisode Matchmaker sur ces moins de 93, c'est un mec qui montait. Oui. Pour renouveler aussi un peu ces mecs du sommet, en plus, maintenant que Pereira a récupéré la ceinture, où il a un peu nettoyé tout le monde, bah, c'est un nom que tu peux. Si Pereira reste en moins de 93, c'est un nom que tu peux très vite proposer s'il passe Rakic. Rakic, il y a quand même. Rakic, pendant longtemps, tout le monde le voyait gros comme une maison. Hein. Et le soufflet, il est vachement retombé. Quoi. Rakic, alors, il y a eu des blessures au milieu, mais il n'aura jamais performé. Ouais. Il n'aura jamais performé. Et pas au niveau où on l'attendait, où on l'espérait en tout cas. Non. C'est une des convenues, parce que l'UFC, tu vois, l'a fait venir sur pas mal d'opérations, même notamment à l'UFC Paris où il était en guest et tout. Je pense qu'ils l'ont vraiment vu comme un futur prétendant à cette ceinture, et il confirme pas. Il confirme pas. En prélim, qu'est-ce qui te plaît? Il y a pas mal de bons combats en prélim. Nasrat. Ouais, Nasrat, c'est toujours excitant quand même. Nasrat, il frappe fort, il va à la bagarre. Le retour de Ikram Alisterov, Rebecki Klein. Alors, soyons clairs, Mateusz Rebecki, Ludovic Klein. Moi, mes 2 trucs absolus de la prélim à pas louper: Mateusz Rebecki, Ludovic Klein, José Delgado, Nathaniel Wood. Ouais, Delgado Wood, c'est beau aussi. Hein. Ce qu'on appelle des feux d'artifice directs, c'est sûr. Axparat, c'est intéressant contre Kylian Salkild. Voilà, encore un test aussi chez les lightweight. Ouais, il y a une belle prélim aussi, Aldric. Ouais. On va pas s'embêter, quoi. Franchement. Il y a des combats un peu bons. Le Walker Sutherland en poids lourd, je m'en passerai un peu, mais bon. Barnett, Abdelwahab. Ouais, pareil, oui, je te suis aussi. Tu vois. Mais bon, il y a des choses à regarder aussi dans ces prélims. Ça va être une belle carte. Je disais, elles sont le 322, le 323. Après, Walter Walker, son combat était prévu au Brésil, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ils l'ont rapatrié. Oui, c'est celui qui devait prendre le frère de Ousmane, de Kamaru. C'est ça. Kamaru pull out et ils sont allés chercher Sutherland pour qu'il ait un combat. T'as dit Kamaru, le frère de Kamaru. Tu t'es fait un lapsus. et Barnett, oui. Le combat, c'est pas du combat de haut niveau technique, mais bon, c'est il est rigolo, Barnett. Voilà, c'est divertissant. Au moins, on va avoir un peu de divertissement. Je l'ai coaché, moi, fut un temps à l'UE Warrior. Il est rigolo. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est plutôt une belle carte, comme je disais, mais quand je faisais ma comparaison tout à l'heure, c'est que 322, 323 sont tellement stacked et des super cartes. Et on sait que 324, pour les débuts de Paramount, ça va être pareil, ils vont envoyer du très lourd, que sur les 4 à venir là, c'est pas forcément. Après, si tu regardes un peu ce qu'on a eu au Brésil et à Vancouver, c'est pas mal quand même. On monte bien de niveau quand même, tu vois. T'as vu que ça sent Iliab contre Paddy en main event? J'ai entendu ça. À Los Angeles pour le 324. Moi, c'est plus vendeur. En vrai, c'est plus vendeur que Gaethje, Aldric.
Ah, mais Il y a un bif entre moi, j'étais 4 content ans. parce que j'aime bien Justin Gage. Après, si tu sais, je pense qu'aujourd'hui, le côté star de Paddy, il est aussi important, notamment pour tout ce qui va se passer avec le nouveau broadcast et compagnie, tu vois. Donc, j'arrive à le comprendre aussi. Et on en revient à ce que tu me disais tout à l'heure et que je répète souvent. C'est du business avant d'être un sport. Et tu sais, beaucoup de mecs, quand je en parlais là sur les réseaux ces derniers jours, Paddy, il l'a pas mérité sportivement. Oui, il a battu Chandler. Enfin, tu vois, sa win streak ne mérite pas d'être. Mais il faut le De toute façon, si tu veux le mettre pour le titre, tu peux le mettre maintenant parce que je pense que s'il Mais prend voilà. un Oliveira ou n'importe qui, ça passera pas. Mais on est d'accord en fait. C'est maintenant Donc, qu'il faut le faire. ouais. Parce que sinon, tu lui fais prendre un trop gros risque d'une défaite et que tu n'auras pas Topuria Ouais. Paddy. Alors qu'il y a un bif Bah, à il y a un régler. bis des et que deux. c'est vendeur On se rappelle de que fou. ça en était venu aux mains à l'époque où Paddy était connu et pas il y a. Je crois que c'était un UFC Londres. Hein, Oui, si je dis pas de bêtises. c'est en 2022. Donc ça commence à dater donc, presque 4 ans, tu vois. C'était mars 2022. Donc ça fera presque Donc 4 tu peux ans. monter. Tu imagines, tu montes le combat avec ces images-là. Ben évidemment que Quand ça il est va. rentré ça dans va la buzzer. cage. Enfin, oui. Si tu connais la façon dont se fait l'UFC, c'est ultra logique de faire. Après, Ilya moi Paddy. j'aime bien, mais je suis un peu biaisé parce que j'aime bien Justin Gage. Cela étant, pour l'Europe, c'est génial. Hmm. Parce que c'est un Anglais contre un Espagnol. Ouais. Tu vois, donc quoi qu'il arrive, c'est pas mauvais. C'est Mais- pas mauvais du tout pour nous, Européens. En vrai, le clin d'œil, il est même plutôt cool que pour la première de Paramount, le nouveau diffuseur américain, tu vois, machin. C'est 2 Européens qui s'affrontent. Si c'est 2 Ouais. Européens en main event, Ouais. c'est quand même un symbole de ce MMA qui Non, s'est mais je suis d'accord. ultra internationalisé. Et je peux dire que ce truc-là serait réglé depuis longtemps si Paramount avait déjà récupéré les droits de l'Angleterre, en plus. Et les contrats seraient signés depuis 3 mois, je peux Possible, te le dire tout de suite. Il y aurait même pas eu de débat, en vérité. C'est plus vendeur. En tout cas, on aura beaucoup le temps d'en parler dans nos Aldric Enerby, nos Jab Culture. Aldric, ça fait plaisir de t'avoir retrouvé ici, quand même. Je ne bouge plus, t'inquiète C'est quand pas. même mieux l'interaction quand on n'est pas en visio. C'est plus facile. tu vois. Après, comme je le dis, tu vois, et en tant qu'analyste et en tant qu'entraîneur, ces déplacements à l'étranger, ils sont intéressants. Ouais, bien sûr. Parce que ça permet de s'enrichir, ça permet de se conforter dans certaines décisions que tu prends, tant sur un point de vue pédagogique pour ton équipe que d'un point de vue savoir technique. C'est nécessaire et obligatoire, parfois long, mais sur des combats comme ça, tu vois, tu es obligé. Je veux dire, à l'UFC, il y a une carrière. Après, quand tu performes à l'UFC et que tu vises les ceintures, les places de première place et tout, tu peux pas faire des choses comme ça à l'emporte-pièce. Il faut partir avant, suffisamment avant pour t'acclimater et faire des camps complets. Parce que, encore une fois, Jasmine n'est pas nulle. Manon l'a rendue nulle parce qu'elle avait fait une prépa parfaite et que tout s'est bien passé. Mais Jasmine est une adversaire très dangereuse. Il y a encore des rendez-vous quand même pour toi et pour le boxing avant la fin d'année. Un Baris qui va faire la finale du tournoi PFL Europe, ce sera à Lyon le 13 décembre. Je pense que... Ah, Justine me dit en régie qu'on peut pas encore en parler, mais il devrait y avoir Kevin Jousset aussi. Ah, j'aime bien. Justine, c'est la gatekeeper des infos. C'est elle Elle dit qui ça, vient- tu peux pas en parler dans l'oreillette, donc j'en parle pas. Mais ouais, il devrait y avoir Kevin Jousset aussi. Exactement. Et puis après, ce sera tout en début d'année, je pense. Pour l'instant, Bah, Axel, pas de nouvelles pour Axel. Ouais. Axel se remet bien de sa fracture de la main. Voilà. Virgile s'entraîne fort. Virgile, ça devrait être à Nice. Ça a été annoncé, le Nikaya, ouais. pour le 9 janvier. Non, tout ça va pas mal. Tout ça va pas mal. Manon nous a déjà dit qu'elle voulait être active, donc on risque de la revoir dans pas longtemps. Ça vous a... C'est ma dernière question et après on boucle le Jab Culture, Aldric. Ça vous est venu à l'idée d'aller à New York pour voir Valentina Wiley? Tu sais, l'idée, on en avait déjà parlé ici, de se montrer, d'être là dans les premiers rangs, machin. Non. Toi, en plus, t'aurais pu aller voir les Knicks, Manon, de façon intéressée. Elle a pris le... Là, tu vois, elle veut pas se mettre de charge mentale, Ouais. pas de contrainte. Elle est contente de s'entraîner. Et ça, c'est le plus important. Là, tu vois, c'est elle qui m'a redemandé d'ici même pas 10 jours, là, de reprendre. Donc ça, c'est super. On va pouvoir réattaquer. Puisque quoi qu'il arrive, moi, je sais à peu près où je veux aller sur la suite et comment comment gagner les combats qui arrivent. Donc, il y a des choses à bosser encore. Mais pour le moment, elle veut se faire parler d'elle dans la cage, uniquement dans la cage, et je respecte ce choix, moi. Ouais, j'ai bien aimé son discours à la fin là-dessus aussi. Tu vois, je me disais, je sais pas, pour aller voir les Knicks, pour aller faire du shopping, ça. Non, mais aller voir les Knicks, ça t'aurait bien ressemblé, je pense ça, que d'ici monsieur la fin de Cassata. l'année, je vais y aller, tu vois. Mais pour le moment, je rappelle qu'on a dit qu'on allait faire des annonces. Je pense que sur le prochain Aldric Enerby, on prendra quelques minutes pour faire une annonce officielle concernant le Boxing Squad. Donc voilà, tout ça, ça demande quand même du temps et du travail. Et donc, pour le moment, il faut charbonner. Et puisqu'on est bon sur le teasing, il y a plein de trucs qui sont dans les tuyaux, même pour Jab Life. On n'en dira pas plus, ça sera dans... Alors, ils ont plus long, mais sachez qu'il y a beaucoup de belles choses qui se préparent, qui sont voilà, dans la cuisine, en train de cuisiner. Merci beaucoup, Aldric, de retour. Et je sais que tu pars pas pendant quelques temps, donc voilà, on sera en studio et rendez-vous bien sûr
samedi soir, 20h, en live et en public. Jab Live commente l'UFC 321 et le choc Aspinal Gan pour la ceinture des lourds. Allez Cyril, fais-le pour nous, fais-le pour nous, fais-le pour le MMA français. Ciao, ciao à tous, à très vite sur Jab Live.